Le troisième consécutif. Vous quittez quelques instants, vous voyez qu'on est près du côté de Monaco. Monaco-Marseille, le coup d'envoi, eh bien c'est dans quelques instants. Alors on va prendre tout de suite la température à Louis II en retrouvant Hervé Matou et Jean-Luc Haribard. On est un peu partagés, mais bien logiquement, beaucoup d'entre vous attendent ce choc franco-français. On a un œil sur Lyon. À tout à l'heure. Hervé, c'est à vous. Eh bien la température elle est montée, croyez-moi, de plusieurs degrés. C'est une vraie ambiance de Coupe d'Europe pour ceux qui avaient des doutes, qui a envahi ce stade Louis II. Magnifique ambiance, beaucoup de tension, un grand moment, un moment historique pour ce coup d'envoi. Donc premier match franco-français de l'histoire des Coupes d'Europe. Il y a également de l'amitié entre les joueurs. On vous montrera à l'occasion tout à l'heure une image bien entendu attendue et étonnante. Premier ballon dans les bras de Porato. Une petite précision pour vous dire que l'UEFA a désigné un arbitre francophone, ce qui n'est pas plus bête pour ce match entre équipes françaises. Monsieur Ancion est un arbitre belge. Le plus dur, oui, en fait, Hervé, ça va être pour les deux équipes de se mettre en tête que c'est bien un match de Coupe d'Europe et pas un match de championnat de France. L'importance est capitale, c'est une qualification au printemps pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Donc il faut essayer de faire abstraction de l'environnement franco-français et se dire un peu comme Roland Courbis que c'est une équipe française, Marseille, qui affronte une équipe de la principauté de Monaco. Même si les Monégasques, bien entendu, ne seront pas vraiment d'accord avec cette analyse. Un mot sur la composition pour vous dire, donc comme tout à l'heure, que Robert Pires joue bien. On l'a vu longuement s'échauffer. On a eu des doutes au départ parce qu'il avait manifestement assez mal à sa cheville droite. Finalement, donc Robert Pires est sur la pelouse. Et puis côté monégasque, eh bien, Jean Tigana a donné son équipe à ses joueurs moins d'une heure avant le coup d'envoi. Ouais, moins d'une heure, Jean Tigana laisse souvent planer l'incertitude. On l'a dit, c'est sans doute pour garder tous ces joueurs très, très concentrés, éviter des fuites. Eh bien, Jean Tigana a décidé de faire rentrer Martin Djetou en défense centrale à la place de Konic. Il sera donc associé à Franck Dumas. Willy Sagnol et Philippe Léonard seront sur les côtés. En milieu de terrain, un des récupérateurs rentré là aussi de Sylvain Legwinski qui jouera avec Djibril Diawara. Deux joueurs qui auront un rôle capital. Attention à ce dégagement de Issa Dugarry qui n'a pas contrôlé. Jolie, un coup de sifflet de Monsieur Ancion, ça va être un coup franc. Un coup franc extrêmement dangereux pour le gardien de l'AS Monaco. Pour cette faute de Dugarry et de Issa conjointement sur Giuli. Coup franc plein axe à une vingtaine de mètres. Ouais, justement, Ludovic Giuli qui obtient ce très très bon coup franc aura un rôle capital à jouer ce soir avec son compère pour l'organisation Franck Gava vers les deux attaquants Trezeguet et Kepa. Alors Porato, il a pris un coup franc, si vous vous en souvenez bien, la semaine dernière contre l'Olympique Lyonnais. Cette fois, il y a Léonard, le Belge, qui est là. C'est certainement lui qui va frapper. Voilà, c'est parti! Et la première parade de ce match, elle est superbe. Porato qui a dû sortir le grand jeu sur cette frappe de Philippe Léonard. Bien vu, Stéphane Porato qui fait un petit pas de côté pour venir couvrir le côté derrière le mur, le côté aveugle, et qui est bien resté pour dégager ce ballon. Le premier corner tiré par Ludovic Giuli, repoussé au premier poteau par Brando. Et Kopke, eh bien écoutez, il est encore en partance de Marseille. Il s'entraîne toujours avec l'OM. Mais vous le savez, il ne partira pas au Glasgow Rangers. Il attend des propositions. Pour l'instant, il fait toujours partie de l'effectif de l'OM, même s'il n'est plus aligné sur les feuilles de match. Faute sur Florian Maurice. Ouais, Martin Djetou, non, Diawara, Djibril Diawara, ouais, qui fait faute sur Florian Maurice. Et si vous voulez une info au plan tactique, je discutais avec Claude Piel avant la rencontre qui me disait que Jean Tigana avait décidé de repasser à un marquage de zone et d'arrêter le marquage individuel. Ouais, c'est un marquage individuel qu'il avait mis en place lors du dernier match contre les Bordelais, qui n'avait pas trop réussi. Hein. Rappelez-vous, les Bordelais sont venus s'imposer ici. Donc des Monégasques qui retrouvent un schéma de jeu assez habituel. Et vous avez reconnu bien entendu Lolo Paganelli qui est avec nous sur la pelouse pour commenter cette rencontre. C'est parti en tout cas à 100 à l'heure. Et quand on vous dit que c'est un grand événement, il y a quand même 5 champions du monde sur la pelouse. Le 6e, c'est Thierry Henry qui est pour l'instant sur le banc des remplaçants. Mais Dugarry est là, Pires est là, Laurent Blanc est là du côté de Marseille. Et puis les deux champions du monde, Trezeguet et Barthez pour Monaco, sont également sur la pelouse. Et Thierry Henry, on devrait le voir d'ici la fin de la rencontre. Léonard. Alors, vous voyez cette position de Ludovic Giuli sur le côté droit, vraisemblablement
On va demander à Giuli, côté monégasque, à Giuli et à Gava de bouger beaucoup, de faire des permutations. Et quand les monégasques auront le ballon, sans doute que Ludovic Giuli jouera comme un troisième attaquant sur le côté droit. Et quand les monégasques perdront le ballon, eh bien, il reviendra se replacer au milieu pour densifier un petit peu ce milieu et aider à une récupération plus facile. Robert Pires, l'un de ses premiers ballons, il est passé sur les côtés. Robert Pires, il va se heurter à Léonard. Alors important évidemment pour les Marseillais et particulièrement pour Robert Pires de tester sa cheville droite qui a souffert déjà un petit peu, c'était contre Lyon. Et hier à l'entraînement, dernier entraînement avant ce soir, eh bien Robert Pires s'est tordu un petit peu le pied. Il était très, très soucieux quand même avant le coup d'envoi. Il est là ce soir et c'est intéressant de voir le premier ballon s'il est gêné ou non. Voici Robert Pires sur cette pelouse un petit peu cabossée bien entendu du stade Louis II. Roland Courbis l'a longuement commenté hier. Il a dit que lorsqu'on sort d'un match au stade de Gerland, c'est sûr que ça fait drôle de se retrouver sur cette pelouse de Louis II. Allusion à la magnifique pelouse de Gerland, même si on l'a vu tout à l'heure avec Grégoire Margoton et Olivier Rouillet, elle est un petit peu gelée. Victor Ikpeba en position peut-être de débordement. Il a trouvé Gava derrière lui, la frappe peut-être de Franck Gava, voilà qui est parti. Mais elle n'était pas cadrée. Vous avez raison justement, Hervé, de parler du terrain parce que ça c'est un des paramètres essentiels de ce match. Hier il était tout simplement infect, il était bosselé. Les joueurs, les Marseillais qui se sont entraînés avaient énormément de mal à conserver la maîtrise du ballon. Et on a vu sur cette action la difficulté justement pour Franck Gava de mettre le ballon bonne position devant lui pour le frapper. Franck Dumas avec Sagnol. Sagnol pris par Maurice, mais il y a une faute et ce sera le premier carton de la partie pour Florian Maurice. Oh non, franchement, je suis pas d'accord avec monsieur Ancion. Regardez, tac parfaitement régulier de Florian Maurice qui joue le ballon, qui met le pied sur le ballon et qui à aucun moment ne joue l'adversaire et surtout ne met en danger l'intégrité physique de Sagnol. Tac parfaitement régulier. Monsieur Ancion qui, comme les 22 acteurs de cette partie, a la pression, qui a envie aussi de marquer de son empreinte ce début de match. Ouais, en tous les cas, même si c'est contre son équipe, Roland Courbis va peut-être trouver l'intervention de monsieur Ancion dans le sens des propos qu'il tenait parce qu'il estimait qu'il y avait une certaine dérive de l'arbitrage depuis la Coupe du Monde. Roland Courbis, que l'on voit avec son adjoint Jacques Van Kerchaver, estimait que justement les cartons ne sortaient pas assez vite et qu'on ne protégeait pas assez les attaquants. Bon, là c'est au détriment de Maurice, mais en tous les cas, on a réagi très vite du côté de l'arbitre. En tous les cas, il n'était pas du tout d'accord avec l'arbitrage. Sinon, au niveau de jeu, d'un côté comme de l'autre, les entraîneurs sont quand même en train de demander aux joueurs venant de derrière de jouer beaucoup plus long et de trouver les attaquants en priorité. Donc de sauter les lignes et le milieu de terrain. Patrick Colletter pour effectuer cette touche avec Robert Pires. Le ballon était donné par le juge assistant aux Marseillais. Dugarry. Issa, long ballon. Attention à ce dégagement de Martin Djetou, une chandelle. Franck Dumas et Dugarry à la tombée. Dumas qui accompagne. C'est une touche pour l'équipe de la Principauté. Willy Sagnol. Dégagement de Sagnol dans l'axe. Attention Maurice. Un bon ballon peut-être. Ouverture du score, oui. But de Robert Pires. Robert Pires qui ouvre le score après seulement 7 minutes. Bon, et tout l'embarras de la défense monégasque qui, sur cette touche, pour elle, en sa faveur, ne réussit pas à se dégager. Regardez, ballon contré, immédiatement on décale Robert Pires, plein chance. Et Florian Maurice, eh bien, on peut vous confirmer que ça va beaucoup mieux. La cheville de Robert Pires fixe bien Fabien Barthez et ouvre son pied au dernier moment pour la glisser au poteau droit, au ras du poteau droit de Fabien Barthez qui ne peut rien, c'est trop près de lui, trop près de son but. Et à l'origine, bien entendu, on l'a vu, cette grosse erreur défensive quand même sur cette touche entre Sagnol et Dumas. Ouais, c'est assez incroyable quand même, assez incroyable pour une touche en faveur. C'est vrai que les Marseillais sont restés faire un pressing haut, sont restés très haut pour empêcher justement
les Monégasques de se dégager tranquillement sur cette touche dans leur camp. Ils ont eu raison, mais quelle erreur quand même côté Monégasque, quel manque de concentration, de vigilance pour avoir donné un ballon aussi dangereux dans les pieds marseillais quand on connaît la qualité de Maurice et de Pires. Et bien ça fait but. Robert Pires qui inscrit son 3e but en Coupe de l'UEFA. Il avait marqué 2 fois contre le MOOC. Franck Gava. Bon ballon peut-être pour Giuli, mais Issa peut repousser. Très aigué. Legvenski. Un drapeau qui s'est levé pour signaler un hors-jeu monégasque. Le ballon va donc être rendu aux Olympiens. C'est Victor Ikpeba qui est signalé hors-jeu. Ouais, bien vu l'arbitre assistant sur ce ballon donné du bout du pied par Sylvain Legvenski. Position de hors-jeu très nette. Alors Courbis disait, on a passé un contrat entre tous les joueurs, tout le groupe. Ne surtout pas avoir de regrets à la fin du match. C'est-à-dire que le match, on ne va pas le commencer à la 65e minute, on va le commencer d'entrée. Ouais, dès la première scénario, minute. il est là. Hein. Exact, tout faire, avait-il dit, pour ne pas avoir de regrets. Et donc, dès la première minute de ce premier match aller, être très présent. Parce que, souvenez-vous, Monaco avait fait une entame de match terrible dans le dernier match du 6 novembre en championnat. Ils avaient failli faire la différence dès le premier quart d'heure. Et bien, ils s'en sont souvenus, les Marseillais. Et ce sont eux qui font la différence. Les Marseillais qui viennent d'obtenir un corner que va frapper Robert Pires. Eric Roy est monté sur ce corner. Ballon repoussé par Sylvain Legvenski. Jean-Luc, Hervé. Oui. Je suis avec Daniel Bravo. Daniel, c'est un début de match, je crois, idéal pour vous ce soir. C'est vrai qu'on vient de marquer, donc on connaît l'importance des buts à l'extérieur dans cette compétition, donc on est content. Maintenant, rien n'est joué. Je crois que c'est important de bien attaquer le match, c'est ce qu'on a fait. On voit qu'on est bien en place et qu'on est concentré. On a fait une très bonne entame de match, donc j'espère que ça va continuer et que pourquoi pas marquer le second but qui là peut-être leur ferait très mal. Merci. Gava, Laurent Blanc en couverture, long ballon de Laurent Blanc et Maurice revient d'une position de hors-jeu. Sylvain Legvenski. On a vu tout à l'heure encore Willy Sagnol s'en prendre à l'un de ses coéquipiers. Il y a un petit peu de fébrilité. C'est vrai qu'on sait que Monaco est dans une mauvaise passe, essaye de recoller les morceaux depuis quelques semaines. Alors un début de match comme ça peut encore semer le doute. Hein, c'est évident, Monaco reste sur 2 défaites en championnat. Il affronte une équipe de Marseille qui a connu sa première défaite, mais en 15 matchs, c'est la seule défaite pour l'instant de Marseille, qui n'a pas connu non plus la défaite en Coupe d'Europe. Et bien ils affrontent des joueurs qui sont hyper confiants, et évidemment prendre ce match et démarrer ce match comme ça ne peut que renforcer encore la confiance. Robert Pires pour Titi Camara. Il y a Maurice qui fait l'appel au centre. Camara préfère garder le ballon dans les pieds. Il se débarrasse de Djetou. Le centre de Camara, Sagnol en 2 temps. Et Franck Dumas. Legvenski. Un début de partie très difficile pour la défense monégasque. Issa. Dugarry. Roy. Pressé par Diawara. Pires. Ah, il a pris un coup là. Robert Pires. Une faute de Victor Ikpeba. Vous parliez, Hervé, du premier pacte passé entre Roland Courbis et ses joueurs, c'était de ne pas avoir de regrets et d'être présent dès la première minute de jeu. Ça, c'est sûr que pour l'instant, ils ont tout bon puisqu'ils mènent au score. Le deuxième, c'est ce que rappelait tout à l'heure Daniel Bravo. C'est toujours l'objectif quand on est en Coupe d'Europe et qu'on joue à l'extérieur. C'était le cas contre Olomouc, contre Brême pour les Marseillais. C'est de marquer à l'extérieur. Ils en ont marqué un. C'est évident que sur la position que l'on voit, offensive des Marseillais, il faut chercher à en marquer un deuxième. C'est magnifique ce qu'a fait Christophe Dugarry et Florian Maurice. Il lui a manqué quelques centimètres pour la mettre au fond. C'est pas terminé avec Camara, si cette fois une récupération de Sagnol. Dugarry s'était remis dans le sens de la marche de façon magnifique. Contre-attaque des Monégasques avec Victor Ikpeba. Il va l'avoir ce ballon. Ikpeba. Non, Issa qui dégage. Brando. 15 minutes de jeu et vraiment beaucoup d'intensité. Pires, Dugarry.
Roy, Colter. Ouais, Roland Courbis qui est en train de resituer Roy et Brando. Il est en train de leur demander de se recentrer un peu et de jouer assez serré et proche l'un de l'autre. Et François Charles Bideau qui vient de nous remontrer cette occasion marseillaise avec Maurice qui, encore une fois, c'est l'un de ses points forts, avait réussi à se démarquer. Ouais, et puis le point fort de l'attaque marseillaise, Hervé, c'est surtout la disponibilité, la mobilité, le mouvement. Tout à l'heure, on l'a vu, c'est Maurice qui servait Pires pour le but. À l'instant, sur cette deuxième occasion très nette, mais c'est Dugarry dans le rôle du passeur pour Maurice qui n'a pu reprendre ce ballon. Mais on l'a vu, les intentions sont réelles, elles sont bien là. Marseille ne va pas se contenter d'un seul but, ils vont essayer. Les Marseillais vont essayer de creuser l'écart. Alors maintenant, côté monégasque, il va falloir vite se repositionner, reprendre ses esprits de derrière. C'est pour ça qu'on voit Franck Dumas essayer de s'appliquer dans la relance. Et Julie Gava qui devront organiser le jeu vers l'avant. Encore un superbe grand pont là de Dugarry, prolongé par Pires. Et bon retour de Djibril Diawara. Ah, il est en jambes, hein, Christophe Dugarry, en ce début de partie. Lui qui nous disait tout à l'heure qu'il était vraiment bien, qu'il se sentait en plein boom actuellement. Pires, encore Dugarry. Sagnol a pris le meilleur de la tête. Legwinski. Trezeguet un petit peu pour Laurent Blanc. Brando. Et une maîtrise du ballon toujours marseillaise avec Maurice à présent. Il avait Djetou dans son dos. Léonard. C'est pour Victor Ikpeba. Coupé par Blanc, mais oh, Ikpeba et pénalty. Pénalty sifflé par Monsieur Ancion à la surprise générale. C'est vrai qu'il y a eu un petit accrochage sur Victor Ikpeba. Il a l'air assez sceptique, Laurent Blanc. Le ralenti va peut-être nous en dire plus. Ouais, alors il est pris entre deux joueurs et là il cherche à passer. Regardez le bras de Laurent Blanc qui fait barrage. C'est une obstruction. Blondeau au départ de l'action n'est pas loin. Laurent Blanc peut jouer ce ballon de la tête. Et regardez, c'est à ce moment-là que ça se décide quand Victor Ikpeba essaie de contourner Laurent Blanc. Laurent Blanc fait obstruction avec son bras pour l'empêcher de passer. Et la décision de l'arbitre, eh bien, c'est de sanctionner tout de suite. Et l'occasion pour David Trezeguet de remettre cette équipe monégasque dans le match à l'endroit. Après ce départ difficile, Trezeguet face à Pau, Rato, ça y est, c'est au fond. Et ça fait un partout. Ah, on part sur des bases assez extraordinaires. Ah, ça pouvait pas mieux partir, Hervé. David Trezeguet, du haut de ses 21 ans, qui montre qu'il a beaucoup de nerfs. Match de Coupe d'Europe. Son équipe est menée 1-0. Il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Il a tiré au centre. Hein. Voilà, il a tiré plein centre parce que c'est bien joué. C'est pratiquement inarrêtable. On ne le voit pas très souvent. Un gardien cherche toujours à partir d'un côté. Donc, a priori, frapper à mi-hauteur plein centre, c'est le choix idéal. Bon choix en tous les cas pour David Trezeguet qui avait déjà montré lors de la Coupe du Monde qu'il avait des nerfs, souvenez-vous. Il avait tiré un pénalty contre l'Italie et avait marqué. Et c'est son deuxième but en Coupe d'Europe, l'autre étant déjà un pénalty marqué contre Lodz lors du premier match. Et Trezeguet qui sait également que Porato le connaît bien puisqu'ils se sont entraînés très souvent ensemble à la Turbie. Ça explique également peut-être ce choix de frapper en force au centre. Diawara. Alors ce penalty, je crois qu'il est providentiel pour cette équipe de Monaco. Oui, c'est providentiel dans la mesure où ça remet en selle immédiatement les Monégasques. On connaît le rendement et le sang-froid de David Trezeguet, donc il est là, il est bien concentré. Est-ce que ça va faire douter les Marseillais? Visiblement, les intentions sont toujours les mêmes, aller vers l'avant le plus vite possible. Avec Dugarry qui a été accroché. Et c'est ce qu'a estimé l'arbitre. Oui, il y a une chose qu'il va falloir suivre parce que je vois que Tigana a appelé Willy Sagnol. Et Willy Sagnol a l'air d'avoir quand même quel problème physique. On voit sans cesse les joueurs qui viennent l'encourager. Et du côté de l'OM, je pense qu'on a tendance à jouer de ce côté parce qu'on sait que Willy Sagnol a un petit peu de problème physique en ce moment. Dumas. Sagnol avec Dugarry qui a fait faute. Christophe Dugarry, il s'est engagé un petit peu trop là sur Sagnol. Alors s'il y a un problème physique, un coup peut-être dans ce début de match, la solution de remplacement sur le banc, ça peut être le Norvégien Riis, ça peut être aussi l'entrée de Konjic.
En fait, Jean-Luc, Willy Sagnol souffre de pubalgie depuis cette semaine, donc il était incertain pour ce match. Et effectivement, il doit avoir un problème, à mon avis, au niveau des abdos. Léonard, le centre pour Legmanski qui remet dans l'axe, c'était pour Gioli. Ballon dégagé par Issa, récupéré à présent par Pires. Et retour de Diawara, c'est la bataille au centre pour récupérer ce ballon. Legmanski avec Issa et nouvelle faute du Marseillais. Coup franc pour les Monégasques. Combat physique, hein, avait dit les deux entraîneurs, avaient prédit les deux entraîneurs. Attention, un duel intense, hein, des duels intenses. Il faudra penser aussi à jouer, pas seulement à s'imposer physiquement. Et là, Porato, il s'est imposé dans sa surface pour aller cueillir ce ballon sur la tête des attaquants de Monaco. Longue relance immédiate de Porato. Maurice pour Camara. Bon contre de Diawara. Blondeau. Franck Dumas. Une petite faute sur Camara. Monsieur Ancio qui a laissé jouer Barthez au pied pour Gioli. Diawara. Voilà, la maîtrise à présent est assurée avec Léonard. C'était un petit peu court, c'est arrivé quand même. Ikpeba Gava. Il va pouvoir centrer Victor Ikpeba, voilà, qui est fait. Attention, il y a danger. Pierre Issa qui dégage. Bonne combinaison des Monégasques. Côté gauche, c'est parti de Philippe Léonard. De la disponibilité, ce qui a permis le 1-2. Et à la conclusion, un bon centre de Victor Ikpeba. Philippe Léonard pour effectuer cette touche. Avec Gava qui lui remet. Centre de Léonard, ce sera pour la défense centrale et pour Pierre Issa. Ballon écarté, Sagnol à présent. Oui, la bonne demande. Oh, et le drapeau s'est levé. Sylvain Legmanski signalé hors jeu. Ah ben, lui, c'est pas sûr. En tout cas, il y avait dans l'axe Ikpeba qui traînait. C'est reparti à 100 à l'heure avec Dugarry, Pires. Brando. Obligé de faire un effort pour récupérer. Blondeau. Camara. Roy. L'arbitre qui laisse jouer. Gioli très aigué. Ikpeba, il a fait l'appel. Voilà, il a fait un bon appel, Victor Ikpeba, mais David Trezeguet lui donne un petit peu trop tard. Hervé, on file à Gerland pour retrouver Grégoire Margoton, l'Olympique Lyonnais contre Bruges. Oui, et regardez cette tête de Jacek Bak, c'était la 48e minute de la première période. On est maintenant pendant la pause à Gerland, mais à la 48e minute, Alain Caviglia vient trouver la tête du Polonais Jacek Bak. Lyon mène 1-0, Olivier. Oui, et surtout que Bak ne s'était pas replacé. Le ballon est perdu par les Lyonnais, mais Bak ne se replace pas. Il reste en position de centre avant. Et avec cette magnifique détente que vous allez voir au ralenti, il vient catapulter la balle au fond des filets de Nader. Un bon coup de tête au premier poteau. Regardez la détente de Bak et une belle frappe au premier poteau. Un dernier petit point quand même, il est important. Lyon mène donc 1-0, mais Lyon joue à 10 depuis la 40e minute et un geste complètement fou de Marco Grassi qui a frappé un adversaire. C'est donc à 10 que les Lyonnais vont essayer de garder cet avantage d'1-0. On part à Monaco. Oui, on va vous retrouver tout à l'heure pour la mi-temps de Monaco-Marseille pendant qu'on regarde cette frappe au-dessus des Monégasques. Je vous rappelle, ou je vous dis tout simplement, si vous rentrez à Zurich, match nul ce soir 3-3 entre Bordeaux et les Grasshoppers. Hervé Matou et Jean-Luc Haribard à Louis II. Et ici c'est un partout et c'est toujours le même rythme effréné dans cette partie entre des Marseillais qui ont ouvert le score grâce à Robert Pires et des Monégasques qui ont égalisé grâce à un pénalty de David Trezeguet. Léonard. Patrick Blondeau protège ce ballon et il y a une faute de Ikpeba qui est allé le charger dans le dos. La bonne protection de Patrick Blondeau. Alors ça, vous voyez, c'est le genre d'action qu'on a parfaitement le droit de faire. Pas seulement d'ailleurs les défenseurs, c'est la protection du ballon. On empêche avec son corps, on fait une sorte d'obstruction, mais parfaitement légale. On empêche l'adversaire à condition qu'on ait le ballon
jouable à côté de soi, eh bien on peut le faire non seulement quand on est défenseur, on peut le faire dans le rond central. Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est parfaitement autorisé. Ballon sorti en touche. Et vous l'avez remarqué, bien entendu, les Marseillais portent ce soir le maillot du centenaire, ce fameux maillot de couleur or, dont Roland Courbis disait hier, je le trouvais plutôt moche au départ. Maintenant qu'on a gagné assez souvent avec, je le trouve un peu plus beau. Roland Courbis qui trouve aussi que les Monégasques arrivent trop facilement à trouver les attaquants en ce moment. Donc il aimerait qu'il y ait plus d'agressivité au départ sur le porteur du ballon. Ouais, c'est vrai que les Monégasques, après un départ vraiment difficile, ont réussi à revenir bien. Et l'image de ce pressing là, de Legwinski qui obtient la touche. Ouais, petit pont de Robert Pires en phase de conservation du ballon, de temporisation, qui va aller après rechercher sur le côté droit un partenaire. Robert Pires, Laurent Blanc, eh bien, ce sont les deux leaders naturels de cette équipe marseillaise. Côté monégasque, on dira que les deux leaders sont Fabien Barthez et Franck Dumas, qui ont été réunis d'ailleurs récemment par Jean Tigana, qui sentait venir un petit peu une sorte de malaise, de mini-malaise dans son groupe. Il a l'impression que dans les comportements, ça avait changé. Les joueurs n'y étaient pas autant qu'ils l'auraient souhaité. Et il a voulu mettre en garde son équipe à travers ces deux capitaines de route. C'est vrai que les retours de Djetou et de Legwinski sont également très importants au plan du jeu, mais également mentalement, parce que Jean Tigana sait que Legwinski et Djetou sont également des leaders mentaux sur un terrain. Le retour de ces deux joueurs qui ont été très longtemps blessés, surtout Legwinski, 8 mois d'arrêt, sont vraiment importants. Franck Gava, c'était pour Giuli, ce sera pour Porato. Et toujours ces solutions apportées par Ludovic Giuli. Laurent Paganelli en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on a tendance côté monégasque à essayer de sauter le milieu de terrain pour alerter tout de suite soit Victor Ikpeba sur le côté gauche, soit David Trezeguet dans l'axe, ou alors Ludovic Giuli, on l'a dit, qui va beaucoup remuer, qui va être sur le flanc droit, un véritable troisième attaquant quand les monégasques auront le ballon, et qui viendra renforcer le milieu de terrain à la perte de balle. Donc c'est un atout déterminant par sa mobilité, par sa disponibilité et sa capacité à tenir physiquement le plus longtemps possible. Patrick Blondeau. Le rythme qui est un tout petit peu redescendu là depuis 2-3 minutes. Les équipes se posent un peu. Après ce début complètement échevelé. Sagnol contré. Colter. Quand il faut mettre le pied, on sait qu'il le met. Le Prince Régnier et son fils Albert. Il y a un stade qui est vraiment comble maintenant. Les supporters monégasques sont arrivés un petit peu plus tard que ceux de Marseille, c'est logique. 5000 supporters marseillais arrivés officiellement, plus ceux qui se sont débrouillés pour obtenir des places au tout dernier moment. Dugarry. Sagnol avec Barthez. Ça repart côté opposé avec Léonard. Ikpeba devancé par Brando. La touche sera pour Monaco. Camara que l'on voit surtout dans ce début de match travailler défensivement, travailler pour la récupération. On l'a pas encore vu avec un bon ballon à jouer et un bon départ, mais là tout de suite on voit l'importance qu'on accorde à l'homme en forme de l'attaque marseillaise, Titi Camara. On le surveille de très près. Oui, Marseillais qui ont tenté de jouer ce coup franc rapidement, Laurent. Oui, en fait, au niveau de la récupération du ballon, Roland Courbis demande à Dugarry et à Camara de jouer pratiquement milieu de terrain et d'exploser dès qu'ils récupèrent le ballon. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, ils travaillent beaucoup plus à la récupération. Oui, exact. Il leur demande de bloquer les couloirs et les montées, surtout des côtés gauche de Philippe Léonard et côté droit de Willy Sagnol. Laurent Blanc, loin devant, c'est pour Dugarry qui a pris le dessus sur Sagnol. Et il y a une faute dans la surface de Florian Maurice sur Martin Djetou. A été rapidement joué avec Sylvain Legwinski pour Giuli. Issa un petit peu coincé. Issa et doit concéder la touche. Touche rapidement jouée. Giuli face à lui le Sud-Africain Issa.
Legwinski, le centre très aigué dans la surface. Il n'a pas pu pivoter comme il le voulait. Ballon dégagé par les Marseillais, pas pour longtemps. Dumas, bonne remontée des défenseurs marseillais qui ont parfaitement pris en tenaille. Là on revoit cette position sans problème, sans équivoque. Position de hors-jeu qui ont parfaitement pris en tenaille Issa et Blanc notamment, qui sont montés très vite sur David Trezeguet pour l'empêcher de se retourner. Dégagement de Porato. Encore la tête de Dugarry, ou plus exactement la poitrine. C'était un joli contrôle et il a été chargé dans le dos. Christophe Dugarry, regardez cette jolie image. Le duel Sagnol-Dugarry. Il est impressionnant. Un coup franc joué, la tête de Roy. Et le long dégagement de Barthez. Et là, ce sera pour personne, si ce n'est pour son copain Stéphane Porato. Son partenaire d'entraînement jusqu'au début de saison, puisque Porato n'a rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de Monaco qu'après les 2 premières journées de championnat. Et on a vu un classique. Porato connaît par cœur ce genre d'action. C'est récupération du ballon de Fabien Barthez qui est tout de suite mise en route de Victor Ikpeba quand Thierry Henry est sur le terrain. Mais c'est lui aussi et qui sollicite vers le but adverse. Et Fabien Barthez dégage en demi-volée très loin pour aller le rechercher. Début de deuxième période, Lyon-Bruges. Lyon mène 1-0, je vous le rappelle, mais Lyon est à 10 pour 45 minutes. Et il y a bien entendu un parallèle à faire entre Porato et Fabien Barthez. Attention à ce ballon de Franck Gava pour Issa. Il y a une ressemblance physique, une ressemblance dans le jeu. Et j'ai envie de dire dans le parcours, puisque Porato a quitté, attention à la belle frappe. Oh là là, elle a été touchée par Porato. Cette frappe de Victor Ikpeba, quelle parade de Porato. On va la revoir. Victor Ikpeba qui se couche, qui fouette ce ballon légèrement extérieur du pied. Porato qui se détend. Mais la comparaison, elle va jusque dans le talent entre Fabien Barthez et Stéphane Porato. La différence, c'est que Fabien Barthez est champion du monde. Oui, et d'ailleurs Jean-Luc Ettori, qui connaît bien les deux hommes, prédit qu'en 2002 au Japon et en Corée, il y aura et Porato et Fabien Barthez dans la sélection française. J'ai peut-être méchant, j'ai le loup. Sait-on jamais. Le corner pour les Monégasques. Et encore Porato qui va cueillir ce ballon. Porato qui, comme Fabien Barthez, est parti à Marseille et s'est imposé en 3 mois. On se souvient que Barthez, arrivé comme remplaçant, avait mis quelques semaines pour devenir titulaire. Eh bien, Porato a fait la même chose aux dépens de Kopke. Blondeau, pardon. Centre de Blondeau. Camara à gauche pour une fois, Maurice dans la surface. Il y a un contre de Dumas. La main, mais elle est involontaire sur cette frappe de Maurice qui se retourne et qui veut transmettre ce ballon. Ouais, c'est le ballon qui est allé. Mais ça me semble involontaire. C'est la folie quand même sur le banc marseillais. Par rapport à l'arbitrage. Attention à Gava. Oh, il a centré Gava. En tous les cas, depuis le début du match, on voit les gardiens qui relancent très très vite. C'est une tactique un peu des deux entraîneurs qui veulent se mettre dans le cas adverse. Legwinski. Issa s'est jeté. Ouais, bien joué Issa. Ballon délicat à négocier. Oh, le raid de Dugarry arrêté par Diawara. Et carton, par Djetou. Carton pour Martin Djetou. On a l'impression d'assister à un match de boxe, je veux dire, au niveau de l'intensité. On a l'impression que le chaos peut arriver à n'importe quel moment. Alors on revoit Maurice qui se retourne, Franck Dumas. Non, absolument aucun geste de la part de Franck Dumas. C'est très net, il n'a absolument pas changé de position. Sa main n'a pas bougé. C'est le ballon qui vient heurter, donc parfaitement bien arbitré. Laurent Blanc, attention, il n'y a pas de hors-jeu pour Florian Maurice qui... Oh là là, Florian Maurice qui a trop croisé sa frappe. Un moment d'égarement là, dans le marquage de Martin Djetou. Ouais, il a raison, Fabien Barthez, parce que là quand même c'est pas normal, c'est pas sérieux de laisser partir sur un appel classique dans le dos de la défense, un ballon donné aérien. Et bien Florian Maurice et toute sa science, fait jouer toute sa science du démarquage, mais Martin Djetou s'est arrêté de façon assez incompréhensible. C'est ce que lui disait justement, ce que lui reprochait Fabien Barthez. Dommage pour les Marseillais, tant mieux pour les Monégasques, mais toujours un.
Et Florian Maurice qui reste sur une série de 4 buts pour ces 4 dernières rencontres. Il s'est pris la tête à 2 mains. Brando, une faute sur Léonard. De Frédéric Brando, qui fait partie de ces joueurs marseillais qui ils sont passés par l'AS Monaco. C'est un peu particulier, il a joué qu'un match lui avec l'équipe Fagnon de Monaco. Là en revanche c'est Victor Ikpeba qui cherche un passage en force. Laurent Blanc au départ était en meilleure position, on va dire en position avantageuse, et balle qui lui était disputée avec beaucoup d'ardeur. Vous l'avez dit, hein, les deux entraîneurs, Hervé, s'attendent à un combat physique très, très intense, hein, comme ça a été le cas lors du premier match championnat dernièrement. Mais de son côté, Jean Tigana souhaitait que ces joueurs qui avaient bien répondu au Vélodrome à ce combat physique, eh bien, souhaitait qu'ils n'oublient pas cette fois de jouer et de porter le danger près du but marseillais. C'est ce qu'ils font sans arrêt. Laurent Pagani le faisait remarquer. Et les Marseillais ne sont pas en reste. Eux aussi essaient, on l'a vu tout à l'heure avec Maurice, d'aller le plus vite possible sur le but monégasque. C'est ce qui donne cette intensité à ce match. Combat physique, mais également du jeu. Des belles choses tactiques, techniques. Diawara, Roy a renvoyé Léonard. Ouais, c'est normal, on a quand même quasiment ce qui se fait de mieux en France pour ce choc franco-français. Au niveau du talent individuel, au niveau du schéma tactique des deux équipes, c'est fort, c'est du très haut de gamme européen ce qu'on voit ce soir. Et là ce sera un carton pour Franck Dumas. Le deuxième carton pour l'AS Monaco dans cette partie après celui de Martin Djetou, ce qui veut dire que la défense centrale monégasque est intégralement invertie. Ouais, ça c'est important. Ça peut être problématique. Ouais, pour la suite du match c'est très important. On ne peut pas défendre de la même manière quand on a pris un carton, ça c'est évident. Laurent Blanc, il cherche une fois de plus Christophe Dugarry qui dévie. Et cette fois, Dugarry fait la faute. Une fois sur deux, c'est l'attaquant qui est sanctionné. En tout cas, il y a vraiment un vrai duel physique. Ils utilisent beaucoup Dugarry en point d'ancrage, les Marseillais. Attention, car Ikpeba va très vite. Il a face à lui Pierre Issa. Il a pu redresser la course du ballon. La volée peut-être de Julie. Ouais, le bel arrêt de Porato. Alors côté marseillais, on utilise justement les déviations de la tête de Christophe Dugarry. Côté monégasque, on recherche la vitesse de course de Victor Ikpeba qui là va trouver par un centre Julie, ballon contré et qui oblige Porato à s'employer et à rester très concentré. Attention, là qu'est-ce qu'il fait Franck Dumas? Il met Barthez dans l'embarras avec cette passe qu'il a tardé à faire. Il y a eu une faute de Florian Maurice, a estimé M. Ancion. Ouais, allez, M. Ancion, ils se connaissent bien, hein, ils sont partenaires en équipe de France. Il n'y avait rien du tout là dans ce geste de Florian Maurice envers Fabien Barthez. Et on a vu tout à l'heure sur l'occasion de Monaco qu'en 3 secondes, on est parti du coup franc dans la surface de Barthez. Et en 3 secondes, il y a eu danger sur la ligne de Porato. Ikpeba qui a permuté, qui est à droite, pris par Issa. Legwinski a récupéré. Gioli, Legwinski, voilà le choc dans la surface. Ce sera une faute sur Issa. Mais je peux vous dire quand même que pour Roland Courbis, ça va un petit peu trop vite. Hein. Je trouve que son équipe, il y a trop de déchets dans le jeu à l'heure actuelle. Il aimerait que si on doit aller de l'avant, des fois on y aille un peu moins vite. Hein, parce qu'il pense que son équipe court trop après le ballon en ce moment. Ouais, c'est vrai que ça va d'un but à l'autre et on l'a vu tout à l'heure. À peine Christophe Dugarry avait dévié pour son compère Maurice, que c'était déjà Victor Ikpeba qui était trouvé en profondeur pour cette superbe reprise de volée de Julie. Ouais, c'est vrai qu'on pose pas assez peut-être le jeu. Porato-Barthez, c'est un affrontement, oui c'est vrai, entre Porato et Barthez parce qu'on vient vite d'un but à l'autre. Léonard, il a raté sa passe, Léonard, Camara l'occasion, et voilà le deuxième but pour l'Olympique de Marseille sur cette nouvelle erreur défensive. C'est Titi Camara qui vient de redonner l'avantage à l'OM. Et avantage Porato justement qui lève les bras pour faire suite à ce dessin de Chénez. Titi Camara qu'on avait vu surtout attentif à la récupération. Et bien regardez la relance, c'est parti justement de derrière et de Porato. Déviation malencontreuse, gêné qu'il était Diawara par Florian Maurice et ce dont profite parfaitement. Et c'est Léonard, Léonard ouais, qui est battu, qui est gêné de l'épaule, et Titi Camara qui va en profiter cette fois-ci. Il ne fait pas comme son compère
Florian Maurice, lui, va cadrer sa frappe et permettre à Marseille de mener. Le voici à nouveau, Titi Camara. Il a Brando qui va lui apporter du soutien à droite. Il préfère centrer. Dumas qui repousse. Et Camara qui a eu longtemps des problèmes de finition et qui là, effectivement, s'est bien appliqué. Courbis lui avait dit, tu vas à 100 à l'heure. Lorsque tu arrives près du but, pense à rétrograder. Eh bien, il a su le faire et assurer sa frappe. À 6 minutes de la mi-temps, Marseille qui reprend l'avantage. Et encore une errance défensive avec cette fois Léonard qui voulait reprendre de la tête ce long ballon et qui l'a pris avec l'épaule. On est quand même un petit peu fautif côté monégasque. Sur les 2 buts pris, à mon avis, je pense que Jean Tigana va être assez en colère, assez remonté contre ses défenseurs parce que évident que ce sont des buts parfaitement évitables. Il le disait d'ailleurs, un autre problème essentiel actuellement, c'est l'efficacité défensive. On prend trop de buts. Illustration encore en cours de ces 40 premières minutes. Dugarry. Ouais, il déplorait contre Bordeaux un manque de replacement défensif de ses attaquants qui avait justement contrarié tout l'équilibre de l'équipe. Là en revanche, c'est quand même derrière que le bas blesse ce soir. Titi Camara, il revient de loin. Il se souviendra longtemps de ce 24 septembre et de ce match à Bastia. Le voici à nouveau Camara qui frappe et qui ne cadre pas. Camara, vous vous en souvenez, ses larmes au micro de Laurent Paganelli. S'il n'avait pas marqué ce jour-là ce but, il sait que ça se trouve il ne serait jamais revenu en équipe Fagnon. Et depuis ce jour-là, il tire de partout. Ouais, il tire de partout. Là, il n'a pas cadré avec son pied gauche. Pourtant, il avait peut-être un meilleur choix à faire avec la venue, l'appui de Florian Maurice qui s'était bien démarqué sur sa droite. En tous les cas, du côté marseillais, Roland Courbis est en train d'inciter ses joueurs à continuer à attaquer. Il sent que le chaos peut avoir lieu maintenant, alors il leur demande de continuer à attaquer. Mais de toujours de mettre un œil derrière à voir ce qui se passe aussi. Alors, il faudrait savoir, Laurent, il est content quand son équipe attaque vite. Tout à l'heure, il demandait de mettre un peu de pied sur le ballon. Non, mais il est vrai qu'au niveau du sol, on est un peu dépassé par les événements parce que ça va très vite d'un cas à l'autre. Et c'est vrai que là, les entraîneurs, enfin, moi, Jean Tigana, parce que là, il est un peu assommé. Mais Roland Courbis, il hésite un peu sur la tactique à l'heure actuelle. Ouais, je pense qu'il va peut-être gérer un petit peu quand même son avance en deuxième mi-temps parce que là, ça a été très vite, beaucoup de rythme, énormément d'intensité. Et on a revu à l'instant la bonne frappe justement de Titi Camara et l'anticipation malheureuse, on va dire, de Fabien Barthez qui s'attendait à une frappe un peu croisée. C'est un long ballon repoussé par Laurent Blanc. Superbe contrôle de Florian Maurice qui a pivoté. Il a essayé de servir Pires. Djetou, ballon récupéré par l'OM. Et à présent Gioli pour Monaco. Pas de faute de Brando. Dugarry. Énormément de feintes dans le jeu de Christophe Dugarry. C'est une bataille. C'est une bataille. Et monsieur Ancio va y mettre un terme. Le ballon roulé, il faut arrêter le ballon pour tirer ce coup franc. Franck Dumas qui joue son 35e match de Coupe d'Europe. Loin des 60 matchs disputés par Jean-Luc Ettori en Coupe d'Europe sous le maillot monégasque. Mais tout près des 37 de Jean Petit, le directeur sportif actuel. Oui, adjoint. Oui, c'est adjoint, pardon. C'est Henri Pierre-Quéry, le directeur sportif. Dégagement de Porato. Encore Dugarry à la tombée. Il était à la lutte avec Legwinski. Là, il y a 2 ballons, un de trop. Et Colletter va effectuer cette remise en jeu. Voici à nouveau Colletter, Dumas. Loin devant, ce sera pour Eric Roy. Pires, pris par Legwinski. Issa. Brando. Alors
des incertitudes physiques aussi dans ce match d'une grande intensité. Côté monégasque, Sylvain Legwinski manque de compétition. Est-ce qu'il pourra tenir toute la partie? De même que Martin Djetou. Alors que finalement du côté marseillais ça va bien pour Robert Pires qui organise, distribue avec son aisance coutumière. Et vous avez vu, vous l'apercevez au fond là, 2 minutes d'arrêt de jeu. 2 minutes d'arrêt de jeu dans cette première période. Et Christophe Dugarry qui se lance une fois de plus dans un raid sur le côté gauche face à Willy Sagnol. Il était passé, il va y avoir un carton là. Carton. Et oui, carton pour Sagnol. On est dans une bonne moyenne des cartons parce que il y en a souvent dans les Marseille-Monaco. 6 derniers matchs Marseille-Monaco, 31 cartons jaunes, 3 cartons rouges. Et là, ça fait 3 cartons jaunes pour les Monégasques. Ouais, Titi Camara. Oh, elle est belle cette image. C'est vrai que Titi Camara, on l'adore depuis cette histoire. On rappelait à Bastia, à laquelle faisait référence Laurent tout à l'heure. Et il aime ce maillot marseillais. C'est vrai que c'est là que tout avait commencé, quand il avait marqué le déclic et il s'était retrouvé en larmes. Eh bien, Camara, c'est le bonheur de jouer et de marquer. Lorsqu'il parle de ce but à Bastia, il dit: lorsque j'ai vu le ballon au fond des filets, j'ai su que Dieu existait. Quand il a vu Laurent Paganelli aussi. C'est le petit diable, c'est pas Dieu, Laurent Paganelli. Là, je vous remercie, c'est gentil. Dites-moi, par contre, Roland Courbis sur l'action d'avant, Laurent Blanc ne voulait pas monter sur le coup franc et il lui a demandé de monter. Il a dit: prends les risques, monte, vas-y, te gêne pas. Donc il est monté. Ouais, donc la confiance est là. Et on a vu la belle image de Titi Camara, fier de porter ce maillot. Et la devise, c'est droit au but. Et bien, ça a été le cas pour lui. C'est ce qu'il semblait peut-être indiquer avec son doigt. Thierry Henry sur le banc de touche. On verra peut-être en seconde période ce qu'il nous ferait un 6e champion du monde sur la pelouse. Ouais, moi je suis pratiquement certain que Thierry Henry rentrera parce qu'il va falloir augmenter le potentiel offensif des Monégasques qui sont menés au score, et Jean Tigana fera sûrement appel à sa vitesse de course. Il y a eu un jeu dangereux là, dans les rangs monégasques. Les 30 dernières secondes de cette première période et un ballon donc qui est marseillais. Robert Pires qui s'approche du ballon. Ouais, conservation du ballon, on est dans les arrêts de jeu évidemment. On va essayer de garder cette balle, d'obliger les Monégasques à courir après. Voilà. Et voilà, monsieur Ancion qui siffle la mi-temps du vrai grand spectacle. Et l'Olympique de Marseille qui mène 2-1. Je ne sais pas si on a le temps d'entendre quelqu'un parler. Hervé. On va retourner à Lyon. Oui, on va à Lyon tout de suite. Lyon qui mène 1-0 face à Bruges. On retrouve Grégoire Margoton et Olivier Rouillet. Oui, on joue la 61e minute de cette rencontre. Ça veut dire qu'on a repris pratiquement depuis un quart d'heure en seconde période. Toujours 1-0. Ça, c'est important de faire ce point. Et regardez cette action qui vient juste d'avoir lieu. Pas de hors-jeu pour Alain Caveglia, seul face à El Sayed, le gardien égyptien, qui réalise sa première grosse parade de cette partie. Il avait le ballon du 2-0 au bout du pied, Olivier Caveglia. Oui, absolument. Et donc, bon travail de Steve Malbranc au départ, qui a bien décalé Caveglia. Il est dommage qu'Alain n'ait pu piquer un petit peu ce ballon, puisque Nader était par terre. Et c'est vraiment dommage parce que là, ça aurait été pratiquement le moment le plus important du match. Ça aurait été 2-0 pour les Lyonnais. Et on pourrait presque dire que c'eût été plié. Oui, c'eût été plié. Et c'est même étonnant quand même, cette situation depuis quelques minutes. Alors que les Lyonnais continuent à combiner. Steve Malbranc à droite. Il est à nouveau Caveglia dans la surface de réparation. Cette fois-ci, l'ancien Havrais est en position de hors-jeu. Ce qui est étonnant, Olivier, quand même, c'est que cette équipe de Lyon domine depuis... Lui qui avait inscrit ce fameux coup franc face à l'Olympique de Marseille, et puis une semaine et demie avant, face à Montpellier. Ça, c'est vraiment un joueur important et qui, lui, ne pètera pas les plombs, comme Marco Grassi. Surface de réparation lyonnaise, le dégagement de Coupet servi par Hubert Fournier. Il y a surtout un bon retour de la Ville, parce qu'au moment où Ekakia allait frapper le ballon, la Ville est venue contrer ce ballon. Oui, ça c'est bien fait pour Steve Malbranc, qui peut peut-être s'imposer devant Alexandar Ilic. Et retour de Flandre, qui va pouvoir changer d'aile jusqu'à Gert Klessens. Lui, il cherche tout de suite Ekakia, la Ville face à Ekakia, retour de Delmotte juste devant Ado. Et Carteron va pouvoir essayer de dégager l'Olympique lyonnais directement sur Lesniak.
Oui, comme les Brugeois sont pratiquement à 5 attaquants, eh bien c'est du 1 contre 1 qu'on assiste en défense lyonnaise. Là, c'est vrai que c'est un risque important, mais il faut réagir, il faut être très très concentré, éviter le moindre rebond parce que le terrain est gelé. Donc il faut que les défenseurs lyonnais soient très très concentrés dans leurs interventions. Et bon retour là de De Flandre qui avait perdu le ballon. Il est revenu sans saisir devant Caveglia. Et voilà Van der Elst toujours. On parlait de son âge, de son expérience. À lui tout seul, il a joué 20 matchs de Coupe d'Europe en plus que l'Olympique Lyonnais, le centre des Caca. Et la ville tranquillement amortie et relance parfaitement pour Philippe Biolo, qui lui ne passera pas face à Van der Elst. 77e match de Coupe d'Europe pour Frankie Van der Elst ce soir. Ce qui est aussi intéressant pour les Lyonnais dans ces attaques brugeois, c'est qu'on n'a pas beaucoup de courses croisées. Vous voyez, les joueurs sont alignés pratiquement, donc ça permet aux défenseurs lyonnais de pouvoir intercepter le ballon, je dirais presque avec facilité, parce que les Brugeois ne sont pas en mouvement devant le but de Coupet. Caveglia, qui avait beaucoup glissé en première période. Alain Caveglia, plus que les autres encore. Van der Elst directement pour Hubert Fournier, qui n'a pas pu saisir ce ballon. Le Ghanéen à dos. À nouveau pour une nouvelle accélération, pas de faute de Carteron, ils sont deux bien seuls et peut-être en pratiquement surnombre avec Steve Malbranck. Le crochet fonctionne, devant lui la Dorasso à gauche, il a Alain Caveglia, il peut peut-être aller au bout pour Carteron qui se jette un tout petit peu court et bonne prise de balle d'El Sayed. Mais que c'était bien joué de la part de Malbranck et surtout l'appel de balle de Carteron, et ça s'est fallu d'un millimètre parce que le dosage était bon et tant pis pour les Lyonnais, mais qu'est-ce que cette action était bien jouée de la part de Malbranck et Carteron. Et derrière, bien sûr, il faut tout de suite se reconcentrer, se regrouper en défense. Mais c'est clair qu'une infériorité numérique, ça crée des espaces et ça crée beaucoup plus de tension dans un match. Et d'occasion, parce qu'on voit une deuxième période beaucoup plus animée que la première pour l'instant. Lesniak par-dessus la défense, il y a Vermante et la sortie de Grégory Coupet. Bonne lecture du jeu de Coupet, qui est venu s'interposer. Mais il y a aussi à noter que Steve Malbranck, depuis la deuxième mi-temps, est moins pris par Klessens. Ça lui permet d'être un petit peu plus offensif et d'apporter toute sa maîtrise dans l'animation offensive de l'équipe lyonnaise. Et tout a été résumé sur les conditions de jeu sur cette image de Jean-Jacques Msalem avec la glissade de Klessens qui n'a pas pu conserver ses appuis. Et c'est ainsi pour les 22 joueurs, maintenant 21, depuis 71 minutes. Et vous voyez un petit peu sur ce plan le 1 contre 1 des défenseurs lyonnais face aux attaquants brugeois. Montée de Lesniak, pas de faute. Il demande un carton pour simulation. Florent Laville. Voilà, bien joué Cavé. Il attend le soutien. Malbranck pour Biolo, il est un petit dommage. peu seul. Il a glissé en plus, Philippe Biolo. Retour de Van der Elst. Ah ouais, ça c'est le terrain qui l'a empêché de pouvoir reprendre son appui. Jankowskas et le tacle volontaire de Carteron qui demande le bénéfice de la touche. Elle sera pour le Football Club de Bruges, qui a déjà connu les clubs français, qui a même connu déjà Lyon en Coupe de l'UEFA. C'était il y a un petit peu plus de 20 ans, pendant la saison 75-76, et Bruges avait éliminé Lyon cette année-là. Bonne prise de balle de Coupet, c'était l'époque de Domenech. Et même d'Yves Mario qui avait fait pour la première fois au presse sa fameuse roulette ce soir-là. Ouais, ce qui est intéressant aussi au niveau du jeu lyonnais, il y a Caveglia qui reste devant. Et l'ensemble, c'est-à-dire les 9 plus le gardien, ils sont bien présents, ils ne se livrent pas et ils obligent les Brugeois à donner des grands centres qui permet à Coupet d'intercepter le ballon rapidement. Dorasso, lui, un petit peu d'espace devant lui avec Decoq. En face de Vikash Dorasso, il a essayé de doser tout ça vers Malbranck. Et El Sayed relance, toujours sur Van der Elst. La plaque tournante, la voilà avec son brassard de capitaine. Ouais, mais tout le monde est en place du côté lyonnais. Et c'est fort bien là, on voit tout le travail de Bach qui est venu se repositionner. On voit Dorasso énormément à la récupération de la balle, qui une fois que les Lyonnais l'ont récupéré, essaye de distiller des bons ballons pour Malbranck ou pour Caveglia. Là, Jacek Bach sous les yeux de Frédéric Canouté. Tout enrubanné, il est en train de s'échauffer avec ses coéquipiers. Frédéric Canouté, dans le froid de la nuit lyonnaise. Van der Elst. Et Kakia, le joueur congolais, un des nombreux Africains d'origine de cet effectif brugeois. On parlait tout à l'heure de Fadiga qui est franco-sénégalais. Il y a bien sûr Ado qui lui est ghanéen.
Et puis sur le banc, il y a un autre Congolais, c'est Lembi. En tout, 8 nationalités différentes quand même dans cette équipe de Bruges. Klessens, lui est belge, tout comme Van der Elst. Lesniak. De Flandre. Centre de Jankowskas, sortie de Coupet devant Vermont. Et la bonne intervention de Coupet dans les airs, juste devant Vermont. C'est ce qui fait un tout petit peu défaut aussi du côté brugeois, c'est que ça manque de mouvement lorsque Van der Elst est en position du ballon. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser toute la largeur du terrain, mais ça manque quand même un petit peu de pénétration dans l'axe et surtout dans la surface de réparation. Et le coup franc frappé par Christophe Delmotte. Il cherche Alain Caveglia. La lutte avec Illich. Alors que Christophe Coquard s'apprête à rentrer côté lyonnais, peut-être à la place d'Alain Caveglia. C'est en tout cas ce qui se passe depuis le début de la saison avec Bernard Lacombe, qui a tendance à ramener sur le banc son capitaine après 70-80 minutes dans toutes les rencontres. C'était Candeloro aussi du côté de Zurich. Et c'est Malbranck finalement qui laisse sa place à Christophe Coquard, qui doit être très heureux de retrouver le terrain, qui lui avait profité de la blessure pendant pratiquement un mois de Marco Grassi pour vraiment faire de grands matchs. La preuve avec le match retour face à l'Étoile Rouge. Et Coquard, qui avait retrouvé le banc. Coquard qui va être utilisé en lieu et place de Malbranck pour gêner Klessens dans ses montées offensives. Centre de Flandre, il coupait bien sur la trajectoire. Voilà, et comme Coquard est en pleine forme physique, eh bien il va pouvoir apporter toute sa vélocité et tout son désir de réussir dans les actions offensives. Et vous voyez, lui aussi a quelques soucis dans ses appuis. Et Kakia de Flandre. Lesniak. Ado. Van der Elst. Montée d'Éric de Flandre face à Philippe Violo. Le centre a été détourné par le milieu de terrain lyonnais. Lesniak dans la surface de réparation. Derrière, il y a Jankowskas. Possibilité de centre pour De Kock. Et bon retour de Jacek Bak de Christophe Delmotte, pardon. Ouais. Avec Violo. Bonne solidarité défensive. Ce rideau qui est mis en place par les Lyonnais à 8 est imperméable pour le moment. Tout le monde se serre les coudes, tout le monde est très complémentaire. Lorsqu'un joueur est en difficulté, eh bien il reçoit tout de suite le soutien d'un autre défenseur. Ils auraient signé, il le disait dans la presse locale, les Lyonnais pour un 2-0. Je crois qu'ils signeraient bien pour un 1-0 à 10 contre 11. Sachant qu'ils ont toujours bien réussi cette saison en déplacement, avec une victoire à Blackburn et une victoire à Bucarest face à l'Étoile Rouge. Grégoire, on va retourner voir ce qui se passe à Louis II. On va repartir pour Marseille-Monaco contre Marseille. En vous glissant au passage, 3 résultats, 3 matchs terminés. Grasshopper Zurich-Bordeaux 3-3. La Roma bat le FC Zurich 1-0. Et Bologne, un autre Italien, bat le Betis de Séville 4-1. Et Marseille 2, Monaco 1. C'est reparti avec Hervé et Jean-Luc. Et les Monégasques qui en ont 45 minutes. Regardez cette image de François Bidot. La bonne humeur sur cette pelouse entre Robert Pires et Fabien Barthez. Ouais, Hervé, je suis justement avec Jacques Van Kerchaver. Jacques, je suppose que la mi-temps a dû bien se passer, mais qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? C'est principalement Roland Courbis qui parle dans ces cas-là. Il leur a dit surtout que c'était un deuxième match qui démarrait, qu'il ne fallait pas tenir compte de la première mi-temps et qu'il fallait continuer à être sur eux comme on l'a fait en première mi-temps, car il est très difficile de construire sur ce terrain. L'équipe qui va imposer son rythme a de grandes chances de gagner en deuxième mi-temps? C'est probable, mais on ne sait pas pour l'instant quelle est l'équipe qui va imposer son rythme. Merci. Jacques Van Kerchaver, préparateur physique de l'Olympique de Marseille, après avoir été durant 9 ans celui de l'AS Monaco. On a vu que Camara a pris un coup tout à l'heure, mais il a pu se relever, le Guinéen. Et là, c'est Dioli qui a été touché par Blondeau. Carton jaune pour Patrick Blondeau. Pour l'instant, aucun des 5 cartons n'aura de conséquences pour le match retour. Pour l'instant, mais
avoir des conséquences dans cette deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes de distribuer, notamment, rappelez-vous, à la charnière centrale monégasque, Djetou Duma. Et Blondeau qui était en retard effectivement sur cette intervention. Léonard, un long ballon devant. Dugarry en position défensive a concédé le premier corner de la seconde période. On revoit le coup dont a été victime Titi Camara. Mais il est debout, hein, Camara, il n'y a pas de problème. Premier corner donc dans cette seconde période que va frapper Ludovic Giuli. Alors pas de changement hein, pour l'instant dans les... Attention, la reprise. Oh, il n'a pas osé frapper. Philippe Léonard. Et il va y avoir un coup franc à l'extrême limite de la surface de réparation. Encore un coup franc dangereux au bénéfice des Monégasques. Regardez Léonard, oui c'est vrai qu'il y a jeu dangereux là, de Florian Maurice. Hein. Ouais, pied haut de Florian Maurice suite à ce renvoi sur corner vers Philippe Léonard qui a hésité sans doute à frapper dans un premier temps et qui finalement s'engage dans les 16 mètres 50 et est contré par ce pied haut. En tous les cas, ça ne s'est pas passé là. Hein. Ouais, de toute façon, c'est jeu dangereux, ça peut qu'être un coup franc indirect dans la surface. Mais c'était légèrement dans la surface. Ouais. Alors, attention à ce coup franc. Parce que là, l'angle est ouvert. On est vraiment dans l'axe du point de pénalty. Il y a Ludovic Giuli, ça va être certainement tiré plutôt en douceur. Ou alors une autre solution au centre, certainement pour... voilà, la frappe, elle était puissante. Elle était signée Victor Ikpeba. Vous allez passer au-dessus. Alors Franck Gava qui décale Victor Ikpeba et tout le travail dans le mur, il s'en est passé des choses. Hein. Les Monégasques essaient de créer la brèche, d'empêcher les Marseillais de faire obstacle avec leur corps. Et en revanche, on a vu aussi le mur qui restait parfaitement solidaire, parfaitement en place. Blondeau, contrôle de Pires. Camara. Robert Pires retrouve Camara. Oh, attention, de Dumas. Ouais, Franck Dumas. Averti, hein, Franck Dumas en première période. On entend les pressions des joueurs qui demandent à l'arbitre de sortir des cartons. Il en a déjà sorti pas mal. Laurent Blanc pour frapper ce coup franc et porter peut-être le danger dans la surface. Ça bouge beaucoup avec Florian Maurice, avec Camara. Voilà, on a joué latéralement et pas très bien joué puisque Giuli a récupéré sans aucune difficulté. Encore Laurent Blanc. Une position inhabituelle. Diawara, on met le ballon en l'air. Léonard, Blanc qui vient s'imposer, imposer son mètre 93. Et il est sanctionné encore une fois par Monsieur Ancion. Oui, en parlant du rythme du match, je comprends pourquoi Jacques Vainqueur-Chaveur m'a dit on verra ça après. Parce que Roland Courbis est en train de demander à son équipe de casser justement ce rythme du match. Surtout de contrôler le jeu, de jouer tranquillement et ne pas jouer comme ça du roi football et du jeu direct. C'est vrai qu'on est encore tout essoufflé de cette première période jouée. Vraiment, je ne sais pas en quelle mesure c'est traduit à la télévision, mais sous un rythme absolument extraordinaire. Ah, ça a joué à 200 à l'heure. Écoutez, moi je sais pas, moi j'ai pas vu passer cette première mi-temps et ça va encore très vite dans cette deuxième période. L'intérêt, il a raison Laurent Paganelli de le faire remarquer, l'intérêt pour les Marseillais étant de mettre un petit peu plus le pied sur le ballon, de bien quadriller le terrain. Ils mènent au score, ils ont fait le plus dur, marqué non seulement une fois mais deux, ce qui est extrêmement favorable évidemment dans ce match de Coupe d'Europe à l'extérieur. Et leur intérêt, c'est donc d'essayer de conserver ce ballon et de gérer, parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'on puisse rester sur un rythme aussi élevé pendant 90 minutes. Gary avec Sagnol. Les Gasques a concédé la touche. Guy Sagnol qui est tout jeune, à 21 ans seulement. Alors, en revanche, on voit que du côté monégasque, la tactique va rester la même, c'est-à-dire dès la récupération de balle, on va essayer d'alerter le plus vite possible les attaquants monégasques. Fabien Barthez, le ballon au sol, il va dégager du gauche. Mais il ne trouve personne. Ça va directement en touche. Fabien Barthez qui a débuté
avec l'Olympique de Marseille en championnat lors d'un Marseille-Monaco au stade Vélodrome. Franck Gava, le ballon n'est pas sorti. Brando va jouer avec Blanc. Ah oui, bonne intervention agressive d'Ikpeba, mais les Marseillais ont tout de même récupéré. Quel match encore de Frédéric Brando qui récupère hors jeu, signalé au départ, qui récupère un nombre considérable de ballons, qui se bat toute sa hargne. Voilà, on s'inquiète pas, non, on s'inquiète pas. On sait que vous vivez tous une soirée extraordinaire avec ces matchs qui s'enchaînent. On a la même impression, alors c'est bien. Et Frédéric Brando donc, qui récupère énormément de ballons, lui qui fait souvent se lever Roland Courbis, qui dit mais il me fait peur, tellement fait d'efforts physiquement, il me fait peur, tellement il se dépense. Mais Brando, il fait partie de ces joueurs entre guillemets sans grade qui se sont imposés dans cette équipe de Marseille. Il n'est pas partie des plus connus, des plus stars, mais il est vraiment très régulièrement titulaire dans l'équipe de Roland Courbis. Et puis il en faut des joueurs comme ça, ceux qu'on appelle justement un peu trop péjorativement des porteurs d'eau. Il en faut justement pour permettre aux autres joueurs peut-être plus talentueux de faire la décision. Dégagement de Fabien Barthez, ce sera pour la tête de Trezeguet. Il n'a plus qu'effleurer le ballon Trezeguet, mais il permet à Alec Vinsky de le récupérer. Et un porteur d'eau qui avait beaucoup de talent, eh bien il y en a un qui est sur le banc de touche, c'est Jean Tigana, sur le banc de touche monégasque. Sagnol. Alec Vinsky. Encore Sagnol. Il y a Léonard qui a réclamé un renversement. Il a préféré rejouer avec Legvansky. Le centre tranquille là, pour Laurent Blanc. Roy. Pires aurait collé au pied cette balle. Et tout de suite, il alerte Kérémara qui va très vite. Mais Léonard était également sur ce ballon. Ça ne va pas sortir. Legvansky. Faute de Christophe Dugarry. Sur Sylvain Legvansky. Bon contrôle, regardez, il protège bien son ballon et faute indiscutable de Christophe Dugarry. Et là ça colle chez Robert Pires. Sagnol pour ce coup franc excentré. Défense de Marseille en ligne. Ballon travaillé. Oh, Porato, il avait légèrement hésité. Masqué peut-être au départ. Il a pu se coucher sur le ballon. Et on voit de plus en plus au niveau du sol des défenseurs monégasques qui montent d'un cran, ce qui oblige en ce moment les Marseillais à défendre beaucoup plus. Donc Roland Courbis demande à Camara de se mettre un peu plus en pointe. Il sent qu'il y a des bons coups à jouer. Alors on est parti pour un autre style de seconde période. Moins de rythme, mais quand même de l'intensité tactique. Ouais, une autre physionomie, c'est vrai, Hervé. Une équipe marseillaise qui va essayer d'attendre un petit peu plus les Monégasques, qui va rester bien en place et d'exploiter au maximum les contres face à une équipe de Monaco qui va être obligée de se découvrir, obligée de pousser. Elle est menée au score et avec bien le temps qui va passer et la fatigue qui va s'accumuler, mais qui va sans doute laisser de bons espaces. Sagnol la frappe peut-être. Oui, elle est partie. Oh là là! Très bonne prise de balle de Porato. Elle est difficile à prendre cette balle parce qu'il y a une frappe qui est cadrée. Il est masqué Porato et il va la chercher juste au bas de son poteau. Et deux actions qui justifient le choix de Roland Courbis. Faire confiance à Sylvain Porato, lui qui dit il est meilleur Stéphane Porato. Stéphane Porato, il est meilleur que Kopke. Tout à l'heure, vous avez vu, il est sorti dans une position justement où il fait beaucoup de bien à son équipe. C'est entre les 5,50 m et le point de pénalty. Il s'est interposé parfaitement sur ce coup franc venu de la droite. Et là, sûreté de main. Deuxième action où il montre sa qualité. Et Courbis qui dit souvent à Stéphane Porato, ne change pas ton jeu. Si tu passes à travers de temps en temps sur un corner, c'est pas grave. Si tu es lobé une fois ou deux, attention à Giuli, la frappe de Giuli. Et elle est au fond. L'égalisation pour l'AS Monaco. Le but de Ludovic Giuli, une frappe de 20 mètres. Ouais, on a tardé à monter sur Ludovic Giuli. Et lui qui bouge beaucoup depuis le début du match, eh bien on l'a vu beaucoup sur le côté droit. Il est venu traîner plein axe pour recevoir un ballon parfait, contrôle, vous allez voir, c'est Victor Ikpeba qui travaille, Laurent Blanc. Et regardez, on est trop loin, beaucoup trop loin, il est au 16,50 m. On monte trop tardivement sur Ludovic Giuli et admirez la qualité du contrôle, l'équilibre et la frappe. Il met tout son poids dans la balle et cette fois-ci c'est au ras du poteau et Stéphane Porato ne peut pas grand-chose. Et bien voilà, les Monégasques qui reviennent une deuxième fois dans
au score. Trezeguet et Giuli et Pires Camara. C'est vraiment du spectacle. Un spectacle magnifique que nous offrent les deux équipes françaises ce soir au stade Louis II. Et Giuli une fois de plus décisif. Oh oui. Voilà, c'est Roy qui va devancer peut-être Barthez. Non, la bonne sortie du gardien international. Finalement, pour voir beaucoup de spectacles dans le championnat de France, il faudra peut-être dire à chaque fois au club qui joue la Coupe d'Europe, parce que là vraiment on se régale, hein. Des belles actions, des beaux gestes techniques et surtout une envie formidable de faire vivre le ballon vers l'avant, de se créer des occasions de but, et ça va continuer jusqu'au bout puisque pour l'instant rien n'est joué. Monaco ne peut pas se contenter d'un match nul. Et ça n'arrange pas non plus formidablement Marseille, même si Marseille a marqué 2 buts à l'extérieur. Non, il va encore sûrement se passer des choses. Ce qui est clair, c'est qu'un match nul de partout obligerait presque les Monégasques à aller gagner au Vélodrome dans 15 jours. On peut donc compter sur eux pour continuer d'attaquer. Ouais, mais ils savent que c'est pas bien 2-2, hein, les Marseillais, parce que rappelez-vous à Brême, hein, ils ont souffert au match retour. Hein. Ils avaient fait un partout pourtant là-bas. C'était un partout, ouais. Faute sur Dugarry, faute de Diawara. On va revoir là le but de Giuli. Cette trajectoire, il y a eu un rebond au départ. Bon travail d'Ikpeba et Eric Roy qui arrive trop tard justement pour empêcher le déclenchement de cette frappe au ras du poteau. Ça passe entre les jambes d'Eric Roy. Ouais, bon équilibre. Ah ouais, c'est trop tard, il ne peut pas venir au contre, il est obligé de faire opposition comme il peut, ça passe entre ses jambes, mais on est trois Marseillais qui sont autour de Victor Ikpeba. Et il y a une trajectoire quand même rentrante, elle est non cadrée au départ cette balle. Ouais, les coups de pied légèrement extérieurs, beaucoup de force, beaucoup de puissance. Regardez, il finit vers l'avant, on sait dire s'il a mis tout son poids dans la balle, et ce ballon fouetté du coup de pied légèrement extérieur qui a l'impression qu'il va partir à l'extérieur et qui rentrera du poteau. Ah, c'est magnifique effectivement ce retour de la balle alors que il va y avoir un changement Dugarry, de suite a priori, il va faire rentrer Daniel Bravo. Il a été touché, Christophe Dugarry, lui qui est le meilleur buteur européen de l'Olympique de Marseille. Alors vous prendrez de ces nouvelles, hein, Laurent, et l'entrée en jeu donc d'un ex-monégasque lui aussi. Alors c'est là que ça s'est joué. Ouais, il y a lutte, épaule contre épaule. Jean-Luc, il y a fin de match à Lyon. Lyon vient de battre à l'instant le FC Bruges 1-0. Je vous rappelle qu'après Monaco-Marseille, vous verrez plusieurs résumés de 4 à 5 minutes. Mais on consacrera plus de 15 minutes à ce match qui vient se terminer. Lyon qui bat Bruges 1-0. Et donc Daniel Bravo, l'ex-monégasque, mais il y a bien longtemps. Parce que Daniel Bravo, il aura 36 ans en février prochain. Il fait donc sa rentrée. Il a joué 4 ans à Monaco. De 83 à 87. Alors que là, c'est Titi Camara qui est signalé en position de hors-jeu. Ballon dans les pieds de Willy Sagnol. Long renversement directement sur Blondeau. C'est peut-être en tombant que Christophe Dugarry s'est fait mal. Enfin, Laurent Paganelli ira aux nouvelles, nous dira sûrement la raison. C'était une lutte régulière, hein, c'est vrai, on l'a vu. Ça semblait parfaitement régulier, c'est pour ça qu'on est un petit peu étonné de le voir sonner pareillement. Patrick Blondeau. Camara. Il s'est retourné, il a passé Martin Djetou. Camara, mais il y a Franck Dumas en couverture. Si le ballon sort, ce sera une touche pour les Monégasques. Eh bien, je crois que c'est vrai. C'est Camara qui effectivement touché ce ballon en dernier lieu. Au niveau de l'organisation marseillaise, ça reste à peu près la même chose, à part que Bravo jouera un cran un peu en dessous de celui de Dugarry. Ouais, ça va changer un petit peu quand même, Laurent, parce que deux attaquants seulement maintenant, hein, une attaque à deux têtes, il y en avait 3 quand même en première période. Donc logique, on densifie le milieu de terrain, même si Daniel Bravo ira se mêler lui aussi quand il aura l'occasion à l'attaque marseillaise. Diawara se heurte à Laurent Blanc. Il va donner un petit peu d'air au ballon au côté gauche, il y a moins de monde. Florian Maurice. Colter avec Bravo derrière lui. Pires.
tacle de Lagwansky, bravo. Qui a toujours ce ballon. Touche pour l'OM. On l'a vu, c'est net les Marseillais qui ont essayé cette phase de jeu de priver les Monégasques de ballon, de s'appliquer dans les transmissions, dans les contrôles, reposer le jeu et garder la maîtrise du ballon. Et Robert Pires a obtenu un corner. Pierissa et Laurent Blanc, tous les deux, toute la défense centrale de l'Olympique de Marseille est dans la surface de réparation monégasque. Il va s'appliquer Robert Pires. Oh, bonne trajectoire, mais là, c'est sans problème pour Barthez. Attendez, qu'est-ce qu'il nous siffle? Oui, non, il siffle l'obstruction marseillaise. Il a empêché Florian Maurice, il a empêché Barthez de relancer rapidement. Voilà, il fait le ménage justement, Florian Maurice, pardon, parce que on en parlait en première mi-temps. Fabien Barthez, dans cette situation, recherche tout de suite par un dégagement en demi-volée, très loin, un attaquant, en l'occurrence Ludovic Djouli, qui était le seul à être resté en pointe côté monégasque. Cette obstruction était donc un acte d'anti-jeu. Bravo, Maurice. Djetou. Barthez. Attention parce qu'il y a des rebonds. Alors Maurice, il le sait, il va aller presser le gardien de l'équipe de France et il va y avoir un carton. Oh, attention, attention, il faut rester là parce que si c'est l'expulsion, voilà. Carton. Expulsion pour Florian Maurice parce qu'il a été déjà averti tout à l'heure pour un tacle sur Barthez. Ces deux cartons qui se ressemblent et ces deux cartons vraiment qui sont presque aussi sévères l'un que l'autre, Jean-Luc. Ah ouais, c'est vraiment, c'est dommage. Bon alors, on a parlé du terrain. Roland Courbis disait, j'espère que ce ne sera pas un fourbon. Il fait fera la décision. Opposition, Florian Maurice. Alors gêné sur un fourbon justement Fabien Barthez et Florian Maurice, mais qui vient gêner le gardien dans son dégagement de façon parfaitement loyale. Il n'y a pas le soupçon. Mais non, il n'y a pas le soupçon parce que monsieur Ancion est loin et sur le tacle glissé, il a le sentiment qu'il est venu percuter le gardien international. Eh bien non, pas du tout. C'est un mauvais jugement. Et on l'avait dit, il a eu un mauvais jugement sur le premier carton jaune parce que Florian Maurice avait parfaitement joué le ballon. Rappelez-vous, c'était au tout début, il avait fait un tacle, joué le ballon. Et bien, mauvais jugement à nouveau, mais deux mauvais jugements, et bien ça fait deux cartons. Alors regardez le premier carton, on va le voir d'ailleurs. Non, ça c'est le petit. Non, ça c'est le petit échauffouré tout à l'heure entre Barthez et Maurice. Non, ça c'était à l'instant. Oui, à l'instant. Oui, dans le premier carton, c'était en première période. En première mi-temps, c'était un tacle, il avait mis le pied sur le ballon, rappelez-vous, il n'y avait pas du tout faute. Eh bien, c'est lourd, payé par Maurice, parce que ce sont deux décisions qui conduisent à son expulsion, alors qu'il n'y a absolument rien les deux fois. Et on a bien vu sur le ralenti que Maurice, attention, il y a de la température qui monte là sur cette phase de jeu entre Pierissa et Victor Ikpeba. On a bien vu que Maurice fait un tacle non pas en direction de Barthez mais en direction de la trajectoire éventuelle du ballon pour faire opposition. Ah oui, non, il n'a pas touché, simplement il est trop loin pour pouvoir estimer et évaluer le tacle de Florian Maurice. Et l'intention était de contrer, l'intention n'était absolument pas de faire mal, bien sûr que non. En tout cas, les Marseillais, ce qui est sûr, c'est que les Marseillais sont à présent. Voilà justement ce premier carton. Regardez, il met parfaitement le pied sur le ballon. Et à aucun moment, je dirais, il ne touche Willy Sagnol. Willy Sagnol qui roule justement parce que ce ballon est bloqué par le pied de Florian Maurice. On va continuer à suivre ce qui se passe en direct là parce qu'il y a encore de la tension. Tout s'était merveilleusement placé jusqu'à présent entre les deux équipes. Et là, on a du mal un petit peu à reprendre le jeu avec Patrick Blondeau, l'ex-monégasque, en grande discussion avec Djetou. Voilà. Le calme et Victor Ikpeba, ça va retomber un petit peu. Les Marseillais qui vont donc jouer à 10 alors qu'il reste quand même 25 minutes. Oui, alors évidemment, les Monégasques seront ravis d'avoir la supériorité numérique. Rappelez-vous quand même qu'en championnat, ils l'ont eu, cette supériorité numérique, pendant près d'une heure de jeu. Et c'était Marseille qui l'avait emporté. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les esprits se calment parce qu'on ne plaisante pas du tout en UEFA avec les cartons et avec les suspensions. Et il y a Thierry Henry qui va faire sa rentrée. Je vous disais que la moyenne des OM Marseille, c'était 6 cartons jaunes à rouge. On est en plein là. Thierry Henry et Sabri Lamouchi, les deux à la fois. Ah oui, le match peut basculer maintenant. Ils n'avaient pas trouvé la clé avec cette supériorité numérique en championnat. Ils ont dû en tirer des enseignements avec Jean Tigana. Et en faisant rentrer Thierry Henry, eh bien, ils vont se donner plus de solutions offensives.
Henry et Lamouchi, les deux. Sabri Lamouchi qui va être une autre rampe de lancement et qui va aider justement Ludovic Giuli et Franck Gava dans ce rôle. À moins qu'il y en ait un des deux qui sort. Attention car il y a encore un joueur de Monaco qui est au sol. Le jeu se poursuit avec Colletter qui est allé au contact. Sagnol, Ikpeba. Ikpeba à nouveau Sagnol. Ouais, il faut sortir la balle. Il va y avoir une faute. Alors que Diawara est toujours au sol dans le rond central. Oh, le choc là avec Eric Roy. Ouais, Eric Roy qui termine sa course sur les lombaires de Djibril Diawara. Ça fait pas de bien. Alors les voici les changements dont Laurent Paganelli nous parlait. Le 6e champion du monde, donc Thierry Henry qui va rentrer. Et Sabri Lamouchi, c'est lui qui aurait pu être champion du monde, mais qui a fait partie des malheureux écartés au tout dernier moment de la liste des 22. Ouais, un attaquant qui sort, Victor Ikpeba. Un attaquant qui rentre, Thierry Henry. Donc Ludovic Giuli et l'AS Monaco vont rester dans la même configuration. Et Diawara qui était justement touché, qui sort également, entrée de Sabri Lamouchi. C'est un retour également qui fait plaisir parce que Lamouchi a été blessé en tout début de saison. On l'avait très peu vu sous le maillot monégasque, c'est son grand retour. Ouais, donc un seul récupérateur, Sylvain Legwinski maintenant à Monaco. Deux meneurs de jeu sur la gauche, Franck Gava sur le côté droit, Sabri Lamouchi et Ludovic Giuli qui va sûrement jouer comme un troisième attaquant sur le flanc droit. Pour l'instant, ce sont les Marseillais qui sont à l'attaque avec Pires. Pour Camara, la bonne sortie, le bon jaillissement. Oh là là, il est allé au contact Camara sur Fabien Barthez. Jean-Luc, hein. Ça, attendez, ça va pas calmer les choses là. Ah non, Franck Dumas, Oh là là. pourquoi faire ça, Franck Dumas? C'est vrai qu'il y a faute, il y a contact de Titi Camara, mais pourquoi? Et c'est le deuxième carton. Les nerfs lâchent. Oh, c'est en train de Jean-Luc, prendre un mauvais tour. Oui, Laurent. ouais, je suis justement avec Peter Luxin. Peter, vous sentez que le match, vraiment, il est en train de basculer là, du mauvais côté des choses? Depuis le début du match, on voit qu'on est un peu en train de se faire enfler par l'arbitre. Mais bon, il faut garder notre calme parce que bon, on a fait une très très belle partie. Il ne faut pas tomber dans le jeu monégasque et continuer sur cette voie et en repartant à Marseille au moins avec le match nul. L'entrée d'un attaquant comme Thierry Henry, ça vous inquiète aussi au niveau tactique? Ça ne nous inquiète pas trop parce que bon, derrière on est bien en place. Bon, les buts qu'on prend, c'est une belle frappe de Giuli et un penalty qui est inexistant. Donc je pense que c'est vrai que c'est un très grand joueur, mais je pense que ça ne va pas nous poser de problème. Merci. Alors carton pour Camara, c'est son premier dans cette partie et vous l'avez vu, donc Franck Dumas qui est allé, on va certainement revoir ce qui s'est passé, donc carton pour Camara, c'est là, hein, c'est pour cette faute effectivement sur Fabien Barthez. Ouais, mais... Et là Dumas qui sait qu'il est déjà averti, qui vient, bon il n'y a pas non plus une grande violence dans ce que fait Dumas. Non, il y a un peu plus de violence dans ce que fait, regardez, dans ce que fait Titi Camara, parce que Fabien Barthez est le premier à se coucher sur ce ballon, il l'a dans les mains. Titi Camara laisse traîner les genoux et vient percuter volontairement Fabien Barthez, parce qu'il aurait pu l'éviter, il aurait pu sauter au-dessus du gardien monégasque. Et réaction de Franck Dumas immédiate qui se contrôle pas malheureusement et qui en bousculant comme il l'a fait Titi Camara reçoit un carton rouge. Un indice peut-être, monsieur Ancion sort directement carton rouge et non pas jaune plus rouge, donc ça laisse à penser qu'il allait expulser Dumas, même si Dumas n'avait pas été averti en première période. Parce que c'est le genre de geste qui fait tout de suite sortir un rouge chez les arbitres. Oui, enfin. Il n'y a pas aussi compensation pour remettre les deux équipes à 10 contre 10. On ne le saura jamais, on n'est pas dans la tête de l'arbitre. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que la réalité maintenant, c'est que les deux équipes sont à nouveau à égalité numérique avec 10 joueurs de chaque côté. Il reste 20 minutes. Et place au football. On sort de 10 minutes assez chaudes. On a eu du grand match en première période. Là, on a eu des caractéristiques de sommet également pendant 10 minutes. Et on va maintenant essayer de voir du ballon pour ces 20 dernières minutes. C'est un vrai choc de Coupe d'Europe. On vient de le comprendre également avec ce qu'on vient de voir. Exactement. Ça sent la Coupe d'Europe quand on voit cette intensité, cette réaction des joueurs. Eh bien, c'est que l'enjeu est de taille.
bien entendu, ni Maurice ni Dumas ne seront du match retour dans 15 jours au stade Vélodrome. Lamouchi, Legwinski. Thierry Henry. Face à Pires, il a pu donner à Gavard. Ah, monsieur Ancion, on sent un petit peu remonter comme une pendule. Sur le plan tactique, il y a Laurent Blanc qui a décalé un petit peu, qui fait la couverture surtout de son côté droit en ce moment. Il est quand même inquiet de l'entrée de Thierry Henry. Il sent quand même que les Monégasques attaquent du côté gauche, donc il couvre plus depuis 5-10 minutes de son côté droit. Colletter. Bon, bonne sortie là de Djetou et Bravo qui vient le contrer. Barthez. Il va allonger une fois de plus pour Thierry Henry. L'une de ses relances favorites. Et Lamouchi qui pose le ballon au sol mais qui est pris à la régulière par Robert Pires. Ouais, encore une bonne récupération là de Djetou. Colletter. Bravo du talon pour Camara. Oh, la bagarre pour la conquête du ballon au milieu de terrain. Ballon donné aux Marseillais. Et Patrick Colletter. Daniel Bravo. Issa. À nouveau Colletter. Camara. Il a été devancé par Djetou. Le ballon va changer de main avec Willy Sagnol à présent. Léonard. Gava, Trezeguet. Léonard, Trezeguet. Lamouchi écarte pour Sagnol. Il a un petit peu de champ, Willy Sagnol. Il va reprendre l'axe pour frapper. Une frappe qui va se perdre dans le virage envahi par les supporters marseillais. Ouais, Willy Sagnol qui avait des solutions et puis qui a finalement décidé de repiquer au centre pour frapper. Et côté marseillais, c'est Eric Roy qui vient se sacrifier un petit peu comme il avait essayé de le faire sur la frappe de Giuli, qui vient faire opposition et obstacle de son corps. Grèce, Rando, Djetou, Trezeguet avec Blanc, Rando. Un ballon qui change de possession très rapidement. C'est la lutte. Bon, alors c'est la lutte, ouais, Hervé, au milieu de terrain, parce que les deux équipes essaient de reculer le moins possible. Donc il y a une grosse densité de joueurs dans un espace assez réduit. Et évidemment, eh bien, s'il y a grande densité de joueurs, il y a de plus en plus de difficultés à conserver le ballon, à le transmettre dans de bonnes conditions. Regardez. Une petite faute là dans le dos de Robert Pires. Ouais, il l'a vu, monsieur Ancion. Oui, par contre, il y a une équipe qui a quand même le monopole du ballon, c'est Monaco à l'heure actuelle. Pour le moment, les Marseillais se contentent de contrer exclusivement. Pires s'est trouvé Colletter. On reçoit le soutien de Bravo. Il va faire s'appuyer sur Camara en triangle avec Bravo qui est passé dans un trou de souris. Encore Bravo. Legwinski, oh là là. Bravo était tombé dans la surface. Monsieur Ancion était sur l'action, il était tout près cette fois-ci. Nouvelle chance côté droit avec Pires qui va provoquer Léonard. Centre de Pires, ça passe devant le but. Et Barthez qui harangue ses coéquipiers pour qu'ils soient bien présents également dans les zones défensives. Barthez, encore une fois, c'est long et c'est pour Laurent Blanc. Trezeguet, il a eu vraiment peu de ballons. Aucun pour l'instant en position de frappe, David Trezeguet. Ouais, obligé de fuir un petit peu le marquage pour toucher des ballons. Regardez, on le voit là à nouveau. Il revient justement pour offrir une solution. Mais en faisant ça, évidemment, eh bien, il n'est pas dangereux près du but marseillais. Giuli tient sur ses jambes. Giuli avec son centre de gravité placé très bas.
Et Djetou régulièrement maintenant dans l'engagement prend le dessus sur Titi Camara. Léonard. Lamouchi pour Henry. Récupération de Roy. Brando. Pires. Encore Djetou. C'est tellement compact au milieu de terrain. Les deux équipes ont du mal à progresser, mais c'est vrai que c'est quand même Monaco qui domine et qui a le plus souvent le ballon. Et Laurent Blanc va essayer de remettre un petit peu d'ordre, de conserver un ballon qui fuit les Marseillais. Oh là, de l'autre côté, il y a un joueur, c'était Pires qui était tout seul. Brando, devancé par Thierry Henry qui a plus de jus pour David Trezeguet. Trezeguet la lutte avec Blondeau, il a talonné, mais c'était Brando qui était dans son dos. Pires. Ils sont 2 contre 4 monégasques, les Marseillais. Oh là là, le terrain, vous avez vu les rebonds, ouais. C'est incroyable. Alors, une explication qu'on donne souvent, mais pourquoi cette pelouse est dans cet état mauvais, c'est entre autres parce qu'il y a un parking souterrain sous la pelouse. Et donc la dalle de béton, paraît-il, a été faite pas assez en profondeur, ce qui fait que le gazon n'arrive pas à être de bonne qualité. Ouais, et même les joueurs de Monaco s'en plaignent beaucoup, bien sûr. Ouais, c'est une bonne pelouse hein, pour le parking. Non, c'est pas bon du tout. Heureusement qu'il a plu un peu. Il a plu ce matin sur Monaco, ce qui fait que la pelouse est un petit peu plus tendre, mais c'est vraiment... Il va y avoir l'entrée de Peter Luxem. Et là, on voit le tacle superbe tacle défensif, superbe geste défensif. C'est sûrement Pires qui devrait sortir. Ça, c'était une très belle occasion, rappelez-vous. Crochet de Bravo, petit pont, mais il lui manque le coup de rein, vous l'avez dit, les ans sont là, c'est peut-être ce qui lui manque. Petit pont, en fait, c'était un premier petit pont, un deuxième de l'extérieur du pied, et enchaînement de 2 petits ponts pour s'ouvrir le chemin du but, mais il lui manque un petit peu de jus, un petit peu de jambe, qui fait que Sylvain Legmaski peut le reprendre à la loyale. Et donc l'entrée à la place de Robert Pires, effectivement, de Peter Luxem, dont on se souvient qu'il avait été expulsé au stade Vélodrome lors du match de championnat le 6 novembre dernier. Alors on a entendu ses propos tout à l'heure, il est un petit peu remonté. Espérons qu'il va être plein de sang-froid. Malgré tout, tiens, Nathalie Pires, la femme de Robert Pires, la brune au milieu. Et puis avec les autres femmes de joueurs. Attention, non, c'est ça. C'était pour Fangava, c'est trop profond. Et on revoit Robert Pires. Voilà, regardez le terrain, regardez ce que ça donne. C'est incroyable ce ballon qui rebondit, qui n'en finit pas de rebondir. Il a soufflé Pires. Hein, quand on vous le dit que c'est pas un bon terrain. Oui, Roland Courbis disait vraiment ce serait dommage qu'une des deux équipes soit éliminée sur un rebond, sur un coup foireux, comme il dit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, en tout cas. Ouais, et puis ils ont du mérite, hein, les joueurs des deux équipes à jouer avec autant de qualité, autant de maîtrise technique sur pareil terrain. Luxem. Lamouchi était passé devant lui. Et la faute est pour Monaco. Attention là, attention à Martin Djetou et Peter Luxem. Intimidation. Oui. Le gamin Peter Luxem qui vient de rentrer, je dis le gamin parce qu'il a 19 ans, hein, ouais. Et qui se fait, ouais, parce qu'il... Il met une petite baffe à Lamouchi. Hein. Oh, c'est une petite caresse, une petite caresse. Mais il se fait tout de suite reprendre par l'ancien Martin Djetou qui est guère plus âgé que lui. Ouais, d'ailleurs, 24 ans, hein, Martin Djetou. Roland Courbis avait dit je regrette d'avoir montré des images à Luxem pendant toute la semaine, lui dire qu'il fallait que le match contre Monaco serait un match engagé, etc. Parce qu'il est allé un petit peu trop loin et il avait été expulsé très rapidement au stade Vélodrome. Ça va vite, ça va vite. Camara, il a tout seul dans l'axe Brando. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu, mais il ne peut pas donner pour l'instant. Si, voilà, c'est fait. Les Monégasques sont revenus à 100 à l'heure. Et en particulier Franck Gavard. Oui, mais il faut lui parler. Côté marseillais à Frédéric Brando, parce qu'il ne sait pas qu'il y a Franck Gavard qui est dans son dos. Donc mauvaise communication. Sinon, il aurait peut-être essayé la volée directe. Oh, Lamouchi a mis le pied. Il a le contre favorable. Henry pris par Éric Roy. Non, pris par le terrain. Là aussi, vous avez vu Fourbon. Blanc. Avec Issa. Il reste 9 minutes à jouer. Et là, est-ce que c'est le rebond aussi? Ouais.
C'est Patrick Colter qui a raté. Legmanski. Oui, Jean-Luc Hervé. Oui. Je suis avec Robert Pires. Robert Pires, il reste 8 minutes à jouer. Vous pensez qu'il faut préserver ce 2-2 ou qu'il faut aller chercher la victoire? Bah écoutez, vu le temps qui reste, je crois que le score de 2-2 c'est très bien pour nous. Vu la physionomie du match, en plus on est à 10 contre 10. Je crois que les deux équipes, je pense, vont rester là. Je crois que ce serait un très bon résultat pour nous. Parce qu'il y a un match très important dimanche. Et puis bon, on pensera au match retour dans 15 jours. Vous pensez qu'il n'y a que les matchs de coupe pour générer de telles émotions et de telles sensations? Bon, écoutez, ouais, je crois qu'il y a qu'en Coupe d'Europe qu'on peut voir ça. Mais je crois que l'arbitrage ce soir, je sais pas, il faut faire quelque chose. On va en parler souvent. Heureusement qu'on est en Coupe d'Europe, parce que sinon ce serait grave. Ok, merci. Le match dont il parle, hein, le match important dimanche, c'est un certain Marseille-Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Robert Pires va vivre son premier OM PSG. Ce sera bien entendu en direct sur Canal+, à partir de 20h15 pour la prise d'antenne, 20h30 pour le coup d'envoi. Avec Thierry Gilardi et vous-même, Jean-Luc Haribard. Corner pour l'AS Monaco. Et l'arbitre, monsieur Ancion, qui ne fait pas l'unanimité, hein, en tout cas ce soir du côté des 22 acteurs. Attention à ce corner repoussé tant bien que mal par la défense marseillaise. Jean Tigana disait: j'aime bien les arbitres sévères, hier à la conférence de presse. Mais il devait parler des bons arbitres sévères. Colleter. Et le chronomètre qui tourne, bien entendu, pour l'instant quand même à l'avantage des Marseillais. C'est vrai qu'un 2 partout, c'est un bon score avant d'aborder le retour. Ça veut dire que Monaco doit gagner au Vélodrome, à moins d'un improbable 3-3. On dirait Bordeaux a bien fait ça au Grasshopper. Ouais, Jean Tigana estimait qu'un résultat nul, mais il pensait plutôt à 0-0 qu'à 2-2 n'était pas en soi un mauvais résultat. Évidemment, il faudra cravacher davantage à 2 partout. Mais vous avez dit aussi les Marseillais, là s'ils vont essayer de gérer parce qu'ils ont un match important contre Paris Saint-Germain, Monaco, s'il y a un match important, ce sera à Strasbourg. Il faut rappeler quand même que Monaco reste sur 2 défaites, donc ils n'ont pas perdu quand même toutes leurs ambitions en championnat. Mais pour eux, en tous les cas, il faut absolument continuer à pousser jusqu'au bout, parce que c'est certain que pour Monaco, ce résultat nul n'est pas du tout satisfaisant. Pierre Issa en possession du ballon. Non, Camara, lui, en position de hors-jeu. Le match retour au stade Vélodrome, vous le vivrez avec Denis Balbille. Et on a vu Legmanski qui a fait le pas qu'il fallait. Le petit pas en avant pour mettre hors jeu Titi Camara. Legmanski, Djetou, Léonard, Thierry Henry, Franck Gava. Oh, le rebond encore au moment où Franck Gava voulait prendre ce ballon. Brando. La faute de Gava, oui. Beaucoup d'envie, beaucoup de détermination offensive chez les Monégasques, à l'image de Franck Gava, et beaucoup de détermination défensive chez les Marseillais, à l'image de Brando, qui est venu tacler 2 fois et récupérer, encore raccrocher ce énième ballon. Camara, une fois de plus sanctionné pour une faute. Barthez, il faut faire vite maintenant côté monégasque. Oh, le ballon n'est pas sorti complètement. Henry, il a donné à Roy, bien taclé pour la récupérer, il le fait proprement. Et à nouveau le ballon. Gava. Allez, Henry, pour la première fois il a un peu de champ. Il a Laurent Blanc face à lui, le centre pour Trezeguet au deuxième poteau. Gioli, la volée. Oh, la magnifique volée de Ludovic Gioli. Et la position de Thierry Henry sur le côté gauche, qui pour une fois réussit à exploiter un bon ballon d'attaque pour délivrer ce centre qui ne peut pas parvenir à David Trezeguet parce qu'il est détourné au premier poteau par un Marseillais, et tentative derrière très difficile de Ludovic Gioli, qui n'a pu cadrer.
Mais on comprend pourquoi Laurent Paganelli nous disait tout à l'heure que Laurent Blanc, qui était pas loin d'ailleurs, très près de l'action pour contrarier le centre de Thierry Henry, eh bien, essayait de couvrir particulièrement côté droit, parce qu'on voit à la première occasion, Thierry Henry, sur sa vitesse de course, apporte le danger. Colleter pour ce nouveau coup franc. Deuxième période beaucoup plus heurtée que la première. Et Barthez, il va relancer très vite à la main cette fois pour Thierry Henry. Thierry Henry a trouvé très Zégué. Gava. Les 4 dernières minutes pour que Monaco puisse s'asseoir sur un petit avantage au stade Vélodrome. Mais il y a une faute là. Il va y avoir un carton pour Giuli. Un carton de plus. Vous avez fait les comptes, Hervé, parce que là, il y en a quand beaucoup. même tombé. Djetou, on a eu un, Sagnol en a eu un, Dumas en a eu 2, donc un rouge. Gioli également, donc à l'instant, Blondeau, Maurice 2 fois, Camara. Voilà, 6 jaunes, 6 jaunes, 2 rouges, et bien dis donc, c'est tombé très dru. Colleter. Il y a une solution avec Bravo, mais il centre. Gava très aigué, pris à contre-pied. Colleter qui a vu que Camara était hors jeu, préfère repasser par derrière avec Issa. Morato. Issa encore Colleter. Ballon pour Sagnol. Gioli. 2 minutes plus les arrêts de jeu. Long centre de Gioli. Attention, Porato est sorti. Ouais. Car il y avait Henry dans les parages. Long dégagement de Stéphane Porato. Le contrôle de Camara. Bien joué. Oh, la frappe sans trop de problèmes pour Barthez. Elle était signée Peter Luxin. Blondeau poussé dans le dos par Thierry Henry. On va dans un petit instant savoir combien d'arrêts de jeu seront décomptés. Lipinski loin devant. Il y a quand même un petit peu de prudence dans l'attitude des Monégasques. Ils ne veulent pas s'exposer en voulant à tout prix essayer de remporter ce match-là. Ils ne veulent pas s'exposer à un contre qui pourrait leur être fatal et qui hypothéquerait totalement leur chance pour le match retour. Donc on sent un petit peu quand même de retenue dans cette fin de match. On ne joue pas son va-tout, on n'essaie pas de se porter vers l'avant. Regardez le chronomètre, vous allez voir combien de temps il reste à jouer, c'est assez impressionnant. Hein. 5 minutes. Ouais, c'est impressionnant. Ah bah c'est beaucoup, ça laisse effectivement le temps de marquer un but, aussi bien d'un côté que de l'autre, même si, vous le disiez Jean-Luc à l'instant, on préfère rester prudent, mais sait-on jamais. En voyant qu'il reste 5 minutes, les Monégasques vont peut-être se dire que il y a quelque chose à tenter. La Mouchi, ça ne bouge plus beaucoup. Hein. Ouais, ça ne bouge plus beaucoup, les espaces sont bien pris par les Marseillais. Et du coup, eh bien, comme on a moins de jus, on est un peu fatigué côté monégasque, eh bien on arrive plus difficilement à se rendre disponible pour le porteur du ballon et plus de difficultés dans les transmissions. En tous les cas, quand Roland Courbis a vu la pancarte, je ne sais pas s'il a eu un tic ou s'il a fait la grimace, mais je peux vous dire qu'il n'était pas du tout d'accord sur ces 5 minutes-là. Hein. Il aurait préféré que ça s'arrête maintenant. Hein. Barthez, très aigué. Issa a repoussé Gioli, il va passer Gioli avec plusieurs contres favorables et il y avait un petit peu trop de Marseillais. Colleter a tenté le crampon. Oh là, la faute de Colleter, là. Il va avoir droit au carton, un de plus. Patrick Colleter pour cette faute sur Sagnol. Ouais, un carton qui ne s'imposait pas. On sait qu'il a du tempérament, Patrick Colleter, mais sur ce grand pont. C'est la faute qui ne s'imposait pas. Hein, oui, pardon, oui, le carton est logique là, cette fois-ci. Mais ouais, dommage, Patrick Colleter qui s'est un petit peu laissé aller. Et on a entreaperçu Moses qui va certainement à la place de Camara.
les équipes, attention, les équipes de Monaco et de Marseille, attention, parce que là, il y a danger dans la surface de réparation. Avec Franck Gava qui a pu se retourner et Issa loin devant. Ces deux équipes de Monaco et de Marseille font toujours rentrer leurs 3 remplaçants. Ils ont des systèmes de jeu assez épuisants physiquement et donc ils utilisent ce droit aux joueurs frais. Oui, et puis surtout, ils ont beaucoup de matchs rapprochés et des matchs importants qui arrivent tous les 3 ou 4 jours. Donc il faut gérer son effectif, faire tourner, il faut ménager un petit peu de repos. Allez, c'est ça. Ouais. C'est certainement, j'allais dire, sur un coup comme ça que Monaco peut marquer sur une phase arrêtée. Et là, il y a un corner. Et ça, c'est une vraie occasion, alors que c'est Titi Camara qui est donc remplacé par Moses. Ah, le... Oui, pardon, Laurent. Non, je disais, c'est le 15 qui rentre et il ne reste pas 15 minutes à jouer. Hein. Bon, il en reste un petit peu moins. Il en reste 3. Ouais, mais ça permet aussi, ce dernier remplacement, de casser un petit peu. Attention, oui, Gioli, la tête. Oh, la parade de Porato, elle est exceptionnelle. Parce que Gioli, il était à 3 mètres de Porato qui est allé claquer ce ballon au-dessus de sa transversale. Regardez. Ouais, il est tout seul, Ludovic Gioli. Il est tout seul, mais malgré sa petite taille, il réussit à inquiéter Stéphane Porato. Et là, c'est Laurent Blanc qui a dégagé de la tête. Un baroud d'honneur pour Monaco avec Sabri Lamouchi. En 2 temps pour Gioli, non, ce sera trop profond. Un Porato, il vient quand même de faire quelque chose d'important là. Et oui, malgré sa petite taille, oui, même si Bernard Chenez a raison, il a failli trouver le cadre. Enfin, il a trouvé le cadre, ça a failli être un coup gagnant, ce coup de tête de Ludovic Gioli. Heureusement pour les Marseillais, Stéphane Porato veillait. Mais franchement, pour revenir sur ce dernier remplacement, je croyais quand même que Titi Camara pouvait tenir les 3 dernières minutes. Ça permet, là aussi, je dirais tactiquement, ce coaching de dernière minute, de gagner un tout petit peu de temps, de casser encore un petit peu l'élan monégasque. Voici Arthur Moses, passé par Toulon comme Roland Courbis. Le dégagement de Barthez, très élevé, ne l'a pas touché. Colletter loin devant. Ça sent la fin dans moins de 2 minutes maintenant, le coup de sifflet final de Monsieur Ancion. Ouais, ça sent la fin, Hervé, et ça sent la bonne affaire quand même pour les Marseillais. Ce résultat nul avec 2 buts marqués à l'extérieur. Ils auront à s'employer terriblement au stade Vélodrome avec les 60 000 spectateurs et supporters de Marseille, les Monégasques, pour le match retour. Et ça, les Monégasques le sentent bien avec Thierry Henry qui a accéléré le rythme pour tenter de percer la défense marseillaise dans les dernières minutes. C'est un nouveau coup franc. Roland Courbis sceptique certainement sur ces longs arrêts de jeu. Mais il va y avoir une fois de plus danger dans la surface de Porato avec ce coup franc de Léonard. Le ballon qui s'élève et Porato qui est allé la chercher et qui va très vite relancer pour Moses. Il aurait peut-être dû y aller Moses là parce que il était sur son pied droit, Barthez, avec les rebonds, etc. etc. Gava. Le public, les supporters de l'OM qui retiennent leur souffle. Gioli. Ce sont vraiment les tout derniers instants de cette partie. Ludovic Gioli face à Colletter. Et ce sera un corner. Allez, encore une chance pour Monaco. Et là, tout le monde qui monte, tout le monde monte. Djetou, Legbanski, il tire très vite. Ouais, mais il va y avoir un carton encore, c'est pas vrai. Nouveau carton pour Bravo. Ouais, il n'est pas à distance réglementaire, mais... Ah, décidément... non, mais ils le savent maintenant que l'arbitre est pris d'une frénésie de sortie de carton. Gioli, la tête de Djetou peut-être. Non, c'est repoussé. Léonard. En retrait pour Gava. Il faut qu'il remette dans le paquet Gava s'il veut apporter le danger. Legbanski accroché. Porato qui s'est imposé. On a entendu son laisse. Et voilà, le coup de sifflet final de Monsieur Ancion. De partout entre Monaco et Marseille. Vraiment, on a vu, Laurent et Jean-Luc, un grand match de Coupe d'Europe. Oui, Hervé, d'ailleurs je suis avec Roland Courbis. Roland, vous voulez qu'on parle du jeu d'abord ou de l'arbitrage? On va parler un peu du jeu d'abord. Est-ce que c'est un bon résultat, 2-2? Ça, on le verra au match retour. On a réussi à marquer 2 buts à l'extérieur qui sont importants. On a rencontré une équipe de Monaco qui
qui a fière allure sur le papier, même s'ils sont dans une période difficile. Un pénalty sévère, des cartons bizarres, un terrain injouable. Donc c'est une soirée qui, pour moi, compte tenu de ce terrain, n'est pas une soirée de football. En tous les cas, ça s'annonce quand même un retour explosif à Marseille. Moi, ça fera un bon match. Oui. Ok, merci. Il est un petit peu sévère à Roland Courbis parce que ça a quand même été un grand soir de football. Et on a vu que Camara et Barthez ont fait la paix. Il y avait beaucoup d'amitié sur le terrain et en fait ça a débordé à un moment où on ne pensait pas que ça allait le faire. Et peut-être que Laurent, vous allez pouvoir avoir une réaction monégasque avec Willy Sagnol. Ouais. Oui, avec Willy Sagnol. Willy Sagnol, on a retrouvé quand même ce soir, même si le 2-2 pour vous n'est pas avantageux, certaines valeurs que vous aviez peut-être perdues à Monaco ces derniers temps. Oui, c'est vrai, on fait 2 buts partout, c'est pas forcément un bon résultat en soi en Coupe d'Europe, surtout à domicile. Maintenant, je pense qu'on a bien réagi après 2 erreurs individuelles. Les 2 latéraux, c'est dommage. Il va falloir continuer à avoir le même état d'esprit pour les matchs de championnat et puis aller à Marseille en sachant qu'à mon avis c'est du 50-50. Si on marque d'entrée de jeu là-bas, ça peut tout changer. Maintenant, il va falloir bien se reposer pour bien aborder le match de Strasbourg, après celui de Nancy, puis bien préparer le match Marseille de retour. En tous les cas, on avait vu à Marseille une très bonne équipe de Monaco, donc le coup est quand même vraiment jouable à Marseille. C'est vrai qu'à Marseille, au moins pendant toute la première mi-temps, on était largement au-dessus. Par la suite, leur expulsion nous a peut-être pas autant servi qu'on l'aurait cru. On a peut-être déjoué un petit peu, mais on a vu que le coup était largement jouable. On a des joueurs de qualité. On l'a encore démontré ce soir. Maintenant, comme je vous ai dit, il va falloir bien se reposer puis bien préparer ces matchs qui arrivent. Merci. Hervé, c'est Philippe Bruet à Paris. Juste pour vous donner le programme, puisqu'on est ensemble jusqu'à 23h05, on va rester bien évidemment avec vous dans ce jour d'Europe pour suivre recueillir les dernières réactions sur ce Monaco-Marseille. On va vous montrer dans quelques minutes le résumé complet du match nul 3-3 des Girondins de Bordeaux en Suisse. Un long résumé 15 minutes à Gerland entre Lyon et le FC Bruges. Et puis pour terminer, avant de vous donner tous les résultats complets de ce jour d'Europe, on suivra pendant 5 à 6 minutes un grand match en Écosse, Glasgow Rangers contre Parme. Voilà, vous avez le programme. Mais on reste avec vous et puis on naviguera entre nos résumés et vos réactions là-bas à Monaco. Merci Philippe. Alors il y a eu beaucoup de cartons bien entendu ce soir au Stade Louis II, mais il y a eu également, j'ai envie de dire, beaucoup de buts. Il y en a eu 4 en tout cas. On va peut-être pouvoir revoir les buts marqués dans cette partie. Ça a commencé par une grosse erreur défensive entre Dumas et Sagnol, dont a profité Robert Pires. Oui, des regrets sûrement. Côté monégasque, quand on reverra ce premier but, Maurice qui récupère ce ballon sur un mauvais renvoi, sur une touche qui était monégasque, et Pires qui fait jouer son sens du but, qui attend bien pour fixer Barthez et qui glisse ce ballon à ras de terre au ras du poteau. Alors ça, c'était la 8e minute de jeu, donc les Marseillais qui se sont imposés, qui ont pris ouvert le score très vite. Et puis il y a cette faute de Laurent Blanc, ce petit accrochage entre Ikpeba et Laurent Blanc. Oui, ce duel et ce bras passé en travers de la poitrine d'Ikpeba. Penalty sifflé par Monsieur Ancion et Trezeguet qui transforme. On a entendu que les Marseillais considèrent qu'il n'y a pas faute. C'est vrai que c'est le genre de faute que beaucoup d'arbitres ne sifflent pas. Elle existe, la faute. Monsieur Ancion a sifflé. Il n'aurait pu ne pas siffler. Et puis, là, deuxième regret, côté monégasque, vous avez vu, tête en arrière de Djibril Diawara, épaule de Léonard, en fait, de Léonard départ, après, ouais. Et finalement c'est Titi Camara qui en profite, qui se retrouve en excellente position. Sans doute un but évitable encore pour les monégasques, mais c'est Marseille qui reprend l'avantage. Et 2-1, c'était le score à la mi-temps pour les joueurs au maillot or et à la devise droite au but. Voilà, c'est marqué sur sa poitrine et sur son cœur. Le Guinéen Titi Camara, dont le père Sekou, qui est malade du côté de Conakry, doit être heureux. Et puis en seconde période, Julie, une magnifique frappe vraiment de 16 mètres et une trajectoire extraordinaire. Regardez ce ballon, il est non cadré et parce qu'il est frappé de l'extérieur, il revient, il va se figer à côté du poteau. C'était un bon travail au départ de Victor Ikpeba. Excellent contrôle, côté marseillais on est un petit peu loin pour contrer le tireur et Ludovic Julie qui en profite. Oui, Hervé. Oui, Laurent. Ouais. J'ai des retours excusez-moi. J'ai Stéphane Porato. Ce soir, vous avez vécu un match peut-être différent des autres, parce que vous étiez dans les buts. Comment vous l'avez vécu, vous, de derrière, ce match? Je crois que ça a été un match avec un bon rythme. On a bien entamé ce match. Et bon, il y a eu ce retournement de situation avec le penalty.
derrière, on a su encore mettre un but à cette équipe de Monaco. Et on avait le match plutôt bien en main, malgré que l'arbitre ne nous ait pas vraiment aidé. En deuxième mi-temps, on prend un but, c'est un peu dommage de prendre un but comme ça. C'est vrai que peut-être je peux la sortir et ça change un peu la physionomie du match. Et derrière, on a Florian qui se fait expulser. Et c'est vrai qu'on rejoue encore à 10 contre une équipe de Monaco qui est très bonne, malgré tous les doutes qu'ils ont entre eux. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. On a encore terminé le match avec la volonté, l'envie, ce qui fait un peu nos forces cette année, en plus de la technique. Je crois que c'est bien. On a fait 2-2 ici. Maintenant, on verra bien au Vélodrome. Merci. Alors on va peut-être regarder un petit peu aussi les cartons. Ça a été des moments importants dans cette partie. Ce premier carton de Florian Maurice pour une faute qui n'existe pas. Il met le pied sur le ballon. De loin, l'illusion pour Monsieur Ancion, en tout cas ça devait être ça bien entendu, parce que Monsieur Ancion il le juge en son âme et conscience. Et puis il y a ensuite ce contre. Regardez, Maurice, il va faire opposition. Et c'est en fait Barthez qui va s'en mêler dans les pattes de l'attaquant. Et là encore, Monsieur Ancion qui est loin a l'impression que Maurice va faire faute, une méchante faute sur Barthez. Ouais, il sanctionne l'intention de Maurice. En revanche, là, il y a une mauvaise intention de la part du Titi Camara. On l'a vu, ils sont redevenus très copains à la fin du match. Mais et Dumas qui perd un peu son sang-froid parce qu'il est expérimenté. Dumas, il vient la colère de Franck pousser Dumas, Camara. Il a déjà un carton et il est expulsé directement par Monsieur Ancion. Franck Dumas donc qui sera absent au match retour au même titre que Florian Maurice. Nous sommes dans le vestiaire marseillais. Tiens, une image qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, on voulait vous la montrer mais il y a eu tellement d'intensité dans ce match qu'on n'a pas pu le faire pendant la rencontre. C'est ce qui s'est passé juste avant le match. C'est désormais vraiment un rituel, Barthez blanc, la petite bise sur le crâne de Fabien Barthez. C'est rare quand même qu'en Coupe d'Europe deux capitaines, parce qu'ils étaient capitaines, se serrent la main comme ça. C'était une image sympa parmi d'autres images sympas, puis des images un petit peu plus chaudes, mais c'était du grand football européen avec ce qui et on sait que pour l'Inter, eh bien, il faut absolument 3 points. Peut se retrouver en tête. On peut penser de toute manière que le Bayern va l'emporter.